N'oubliez pas de laisser des commentaires et d'apprécier l'histoire. Service de chirurgie d'urgence de l'hôpital 20. Un patient était allongé sur la table d'opération et le médecin lui posait des questions sur son état actuel. À la même seconde, on lui a dit que le patient avait perdu trop de sang et que sa tension artérielle baissait. De nombreux médecins se tenaient près de la table d'opération et disaient qu'ils devaient préparer du sang pour une transfusion. Toutes les quelques secondes, ils vérifiaient le moniteur et constataient que le pouls devenait inférieur à la moyenne. La femme médecin a soudainement déclaré qu'il semblait qu'une infection s'était installée suite au retrait de l'objet métallique. Son collègue, dès qu'il a entendu cela, a eu peur et a demandé à nouveau. Le médecin n'a pas perdu de temps et a saisi l'un des instruments, disant que s'il n'agissait pas, le cœur s'arrêterait. Puis son collègue a repris ses esprits et a fermement déclaré qu'il commençait une réanimation cardio-pulmonaire. Le pouls a soudainement disparu. Les médecins se sont arrêtés et l'un des chirurgiens a déclaré qu'il y avait eu un arrêt cardiaque complet. Quelques secondes plus tard, il ferma les yeux et dit que le patient n'était plus là. À ce moment, une femme était agenouillée dans le couloir devant le médecin. Il s'agissait de la mère du patient décédé. Elle tremblait et implorait, les larmes aux yeux, que son fils bien-aimé soit sauvé parce qu'il avait assez souffert à cause d'une mère aussi stupide qu'elle. Mais elle n'était pas encore prête à lui dire au revoir. Les larmes coulaient sans arrêt de ses yeux et la femme disait qu'il était son seul sang. À ce moment-là, son fils était allongé sur la table d'opération sans pouls. Sa mère le suppliait de le sauver. Le médecin s'est penché sur son corps et n'a rien dit. Après une courte pause, il a dit tranquillement que la mort était survenue à 22h49. Il a ensuite ajouté que la cause du décès était une blessure externe, suivie d'une infection ainsi que d'une mort cérébrale due à un saignement excessif. Une seconde plus tard, il a juste regardé le patient mort. La mère du garçon était assise dans le couloir. Elle tremblait de peur et priait pour que tout aille bien pour son fils. Soudain, elle aperçut des pas rapides et détourna le regard. Un autre médecin entra dans la salle d'opération. Il agita la main et dit à haute voix que l'opération n'était pas encore terminée. En s'approchant de la table d'opération, il a ordonné à chacun de prendre place et de préparer un protocole, ainsi que de vérifier tous les signes vitaux du patient. Puis, il se tourna immédiatement vers le docteur Lee et a demandé de l'aide pour transfuser le sang plus rapidement. Après cela, il a dit qu'il devait d'abord commencer par vérifier l'objet métallique retiré. Il a immédiatement reçu toutes les données. Il s'est tenu à côté de la table d'opération et a déclaré qu'il diagnostiquerait simultanément le tétanos. À ce moment précis, il a dit haut et fort qu'il pouvait encore le sauver. Un gars aux cheveux courts et aux lunettes a enfilé un gant et s'est préparé à sauver un patient mort. Un de ses collègues a regardé l'un des médecins et lui a demandé, confus, quel était l'intérêt d'opérer un patient mort. L'homme s'est tourné vers lui et a répondu que c'était une situation complètement différente et que le gars semblait n'avoir jamais entendu parler de lui. Puis il dit que le médecin qui était venu était l'une des principales autorités en matière de chirurgie. Il a observé avec quelle habileté le médecin faisait son travail. Il ne le savait pas non plus. L'opération recommença. Le personnage principal est le seul à pouvoir sauver même une personne décédée. Son nom était Yusan, surnommé les mains de Dieu. Quelques minutes plus tard, le pouls réapparut. Il était tard dans la nuit. Dehors, les gars se disaient qu'ils avaient travaillé dur. Le protagoniste marchait dans la rue et ouvrit une canette de café. Expirant de soulagement, il s'avança et but du café. Puis il a dit qu'il semblait qu'il ne pourrait pas non plus profiter des vacances cette fois-ci. Il regarda la ville nocturne et le ciel étoilé, disant qu'il pensait qu'il se reposerait. Mais aujourd'hui, il avait aussi passé toute la journée en salle d'opération. Quelques secondes plus tard, il expira lourdement, leva la tête vers le ciel et demanda quel genre de vie stressante il avait. Les mains de Dieu. Ce surnom est devenu celui du protagoniste car il sauvait même les morts. Au début, il n'était pas du tout contre. Il s'est rappelé combien de personnes l'avaient remercié et a compris que la joie de sauver des patients au bord de la vie ou de la mort était sa motivation. Cependant, dès que le patient a découvert le surnom, ils ont commencé à se précipiter vers lui en foule. Ils ont également commencé à lui imposer des voleurs. Ils ont traité le personnage principal comme s'il était un dispositif médical utilisable à tout moment. Les mains de Dieu regardaient ses mains avec de la douleur dans les yeux.
Alors, au fil du temps, il a commencé à penser que son surnom, les mains de Dieu, était même un obstacle pour lui. Même ses collègues ont eu peur de lui et sont progressivement partis. Ils l'évitaient et discutaient de lui dans son dos. Il s'est essentiellement transformé en paria au moment où il a fermé les yeux et s'est tristement demandé dans sa tête quand il avait récemment eu du temps pour lui. Après cette réflexion, il sirota un café et se dit que le seul avantage, c'était qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas le temps de le dépenser. La seconde suivante, il baissa la tête, sourit et dit qu'il semblait que sa vie s'était finalement détériorée. Puis il a dit qu'il devrait se remonter le moral avec une canette de bière. Quand soudain, il entendit le klaxon d'un camion qui volait vers lui. Le personnage principal était enveloppé par la lumière vive des phares et lui-même ne comprenait rien. Dans sa tête, il se demandait s'il était vrai qu'avant la mort, toute votre vie défile devant vos yeux. Il ouvrit grand les yeux, dans lesquels il y avait un reflet du Kamazé. Sa vie entière en salle d'opération a immédiatement commencé à lui venir à l'esprit. Puis il s'est demandé dans sa tête pourquoi, dans tous ses derniers souvenirs, il était en salle d'opération. Quelques secondes plus tard, son sac s'envola dans le ciel. Soudain, la réalité a changé. Il faisait beau dehors et une belle ville était visible. Une voix féminine fut entendue appelant Ray. Il y avait une belle maison privée sur l'une des parcelles. Le protagoniste entendit la voix et se demanda dans sa tête de qui il s'agissait. Soudain, il l'entendit à nouveau. La fille disait qu'il se réveillait dans sa tête. Le protagoniste se demandait s'il n'était pas vraiment mort. La fille disait joyeusement qu'il ouvrait les yeux. Yusan vit soudain ses petites mains et fut choqué. Il s'est immédiatement demandé ce que c'était et ce qui n'allait pas avec ses mains. La seconde suivante, il leva les yeux et vit une fille et un gars très heureux devant lui. À ce moment-là, la fille a dit avec joie que son bébé était très mignon. Dès que le protagoniste entendit cela, il ouvrit de grands yeux de surprise. La fille l'a ramassé et a commencé à le bercer, disant que son fils était si mignon. Quand il ouvrit les yeux, que se passait-il? Se demanda le personnage principal, incrédule. La jeune fille le tenait fermement, exprimant son amour et son attention. Que diable? Se demanda Yusung. Puis il s'est rappelé comment un camion l'avait écrasé et a déclaré qu'il était absolument sûr d'avoir été heurté alors qu'il rentrait du travail et qu'il était mort. À ce moment précis, il demanda pourquoi il était encore en vie. Devant lui, il vit les visages heureux d'un jeune couple qui le regardait. Il ne cessait de se demander qui étaient ces gens. Le mari de la jeune fille a également pris son fils et a commencé à lui frotter la joue, disant que son fils était si mignon. Soudain, Yusung se demanda pourquoi son corps était si petit. Soudain, cela lui vint à l'esprit et des gouttes de sueur froide apparurent sur son visage. Quelques secondes plus tard, il s'écriait. Était-il vraiment réincarné en tant que leur fils? La femme prit le garçon choqué qui se dit que ces gens ressemblaient à des sortes de cosplayers. Soudain, la femme a vu une égratignure sur le bras de son fils et a dit que la barbe de son mari était trop épineuse. L'abrasion était un peu plus importante que ce à quoi elle s'attendait. Dès que l'homme en a entendu parler, il s'est précipité vers son fils et a crié de peur qu'il doive appeler d'urgence un prêtre pour guérir son garçon. En entendant une telle réaction, la jeune fille a souri et a dit que ce n'était que des égratignures. Elle a mis son fils dans le berceau et a ajouté qu'elle pourrait le réparer elle-même. Dès que le personnage principal a entendu cela, il a demandé dans sa tête avec surprise ce que signifiait se rafistoler. Puis il se demanda si sa nouvelle mère comprenait vraiment la médecine. À ce moment-là, la femme lui a pris la main avec l'égratignure. Yusan regarda sa mère et se dit que si elle appliquait simplement de la pommade sur l'égratignure, cela pourrait bien laisser des cicatrices. Soudain, une lueur verte brillante et agréable sortit de la main de la jeune fille. Il enveloppa la main du garçon, après quoi la blessure disparut. La blessure a-t-elle vraiment guéri? Se demanda le personnage principal, choqué dans sa tête. La seconde suivante, il leva la main vers lui et voyant qu'il n'y avait vraiment aucune blessure, il se dit que ce n'était pas un remède. Mais alors, est-ce vraiment magique? Se demanda-t-il dans sa tête quelques secondes plus tard. Puis sa mère a dit avec un sourire aux lèvres que leur bébé était de nouveau en bonne santé. Une lueur agréable et magique émanait de sa main.
La jeune fille posa la main sur sa hanche et, contente d'elle, dit qu'elle avait dit qu'elle pouvait le supporter. Dès que son mari fut convaincu que tout allait bien, il posa la main sur sa poitrine, soupira de soulagement et dit que sa femme était toujours douée en magie. Le protagoniste entendit cela et se dit que son père venait de dire magie. Il regardait toujours sa main. Après une courte pause, il dit fermement dans sa tête qu'il s'était réincarné dans un autre monde, après tout. Un certain temps s'était écoulé. Il faisait nuit devant la nouvelle maison du personnage principal. Yusun était allongé dans son berceau et regardait le plafond. Une seconde plus tard, il se redressa et regarda par la fenêtre, se disant dans sa tête que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi aussi longtemps. 3 mois s'étaient déjà écoulés depuis sa réincarnation. Le garçon regardait le ciel étoilé d'un air intelligent. Pendant ce temps, il réalisa quelque chose. Premièrement, ce monde est complètement différent. Cela ressemble plus à un monde fantastique typique où existent des monstres et des créatures semblables aux humains. Les gens souffrent souvent de raids. Par conséquent, afin de devenir plus forts, ils consacrent leur vie au chemin qu'ils ont choisi. Mais ce qui intéressait le plus le personnage principal, c'était que les peuples de ce monde ont décidé de développer non pas la science, mais la magie. Le nom de sa mère était Sen, et chaque fois qu'elle soignait son fils, il regardait les endroits guéris avec confusion et réalisait de plus en plus clairement que même les choses les plus banales dépendent de la magie et non de la médecine. Maintenant, il comprend clairement que tout autour de lui n'est pas un rêve, mais la réalité. Mais pour une raison quelconque, il a pu conserver les souvenirs et les connaissances de sa vie passée. Il regarda la pleine lune dans le ciel et se dit dans sa tête qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir se détendre ainsi. Parce que maintenant qu'il y pense, il n'a jamais eu l'occasion de profiter de la vie grâce au travail. La seconde suivante, il s'est imaginé de sa vie passée et a dit que sans l'accident, il serait mort d'épuisement. Soudain, il s'allongea joyeusement sur son lit et ajouta que maintenant qu'il renaît, il peut être aussi paresseux qu'il le souhaite. Parce que quand d'autres pourra-t-il dormir ainsi? Un certain temps a passé. Une aura magique commença à apparaître dans la pièce. À chaque seconde qui passait, il devenait plus fort. Le protagoniste dormait paisiblement, mais il le ressentait aussi. Son corps tout entier était enveloppé d'une puissante énergie magique. À ce moment-là, le garçon avait l'impression qu'un mince fil le traversait. Il se sentait tellement reposé. Puis il se demanda si c'était le mana dont sa mère et son père lui avaient parlé. Il semblait que ce n'était pas si facile de le contrôler, car dès qu'il essayait d'appuyer, il s'est simplement dispersé. Yusan a accumulé du pouvoir magique dans ses mains et s'est dit qu'il devait essayer de se concentrer sur les endroits où le flux de mana commençait et se terminait. Il pensait que le mana fonctionnait très probablement de la même manière que le sang. Il devrait donc essayer d'imaginer le flux de mana comme une circulation sanguine. Il imaginait des organismes vivants, se disant qu'il devait essayer de sentir comment cela remplissait son corps. Cette énergie infinie est venue si bien. Puis l'hiver. Beaucoup de temps a passé, mais le protagoniste avait finalement tout entre ses mains. Il a joyeusement agité la main et a crié qu'il avait finalement réussi. Après ces mots, il mit le feu entre ses mains et se dit qu'il ne pouvait même pas penser qu'il réussirait. Il regarda son résultat avec un sourire chaleureux sur le visage et ajouta qu'il dirigeait le mana coulant librement et utilisait un sort de feu. Cela valait vraiment les 3 années de travail. Quelques minutes plus tard, il se rassit pour relire les livres, se disant que même s'il comprenait comment le mana coulait et pouvait se souvenir de la direction de ses flux, la seconde suivante, il mit sa main sur son menton et termina pensivement qu'il ne savait pas comment le contrôler. D'après la description de ce livre, le temps passait vite, la nuit tombait, et le protagoniste continuait à s'asseoir dans la bibliothèque, lisant un livre après l'autre, disant dans sa tête qu'il était écrit ici qu'il fallait accumuler du mana dans le corps et l'utiliser selon les besoins, mais puisqu'il devait être reconstitué à partir de l'environnement. Il a ensuite ajouté qu'il n'était pas du tout clair pourquoi ils devraient l'accumuler en eux-mêmes. Il lut attentivement chaque page et se dit que le fait qu'ils accumulaient du mana en eux limitait certaines manipulations. Mais quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, cela semble plutôt inefficace. Après ces réflexions, le protagoniste a mis sa main sur son menton et a réfléchi dans sa tête. Il se demanda
Et s'il laissait simplement le mana couler naturellement sans essayer de le retenir? Après quelques secondes, il imagina de petits cristaux bleus et se demanda s'il ne serait pas plus simple d'aspirer le mana de l'environnement et de l'utiliser immédiatement. À ce moment-là, il conclut joyeusement qu'il n'y aurait pas besoin de cercle de mana. Après de telles réflexions, il tourna la page, a levé les yeux et a dit que cette méthode pouvait être assez dangereuse, mais que cela valait quand même la peine d'essayer. Après quelques secondes, il a enflammé le bout de son petit ami et a déclaré que personne n'aurait pu imaginer que les résultats produiraient toutes ses attentes. L'avertissement est venu. La mère et le père regardaient leur fils lire assidûment des livres et marmonner quelque chose dans sa barbe. Zane se couvrit la bouche avec sa main et dit que son fils serait certainement un excellent mage. Ce à quoi le père répondit confusément que ce n'était pas vrai, car avec un tel physique, son fils devrait s'entraîner pour devenir épéiste. En entendant cela, la jeune fille se tourna vers son mari, lui secoua le doigt, et a dit que si cela arrivait, leur enfant deviendrait le même imbécile qu'il. Le personnage principal a entendu tout cela. Il ferma les yeux et se demanda avec confusion pourquoi ses parents se cachèrent de lui s'il faisait encore autant de bruit. Soudain, après une courte pause, Sen regarda son fils et dit avec enthousiasme que même si elle appréciait la diligence de leur bébé, elle pensait que le personnage principal était en quelque sorte trop intéressé par les livres. Le père regarda sa femme avec surprise et lui demanda de quoi il parlait. Puis Sin a répondu que les enfants de l'âge de Yu-san marchaient et jouaient avec des amis. À cette époque, le personnage principal lisait attentivement un livre, essayant de ne pas prêter attention à ses parents. Ensuite, la mère a dit qu'elle s'inquiétait simplement du fait que leur fils ne s'intéressait qu'aux livres. En entendant cela, Ao regarda sa femme et dit calmement qu'elle n'avait rien à craindre, puisque la plupart des parents ne parvenaient pas à faire asseoir leurs enfants avec des livres, et elle voulait l'élever pour qu'elle devienne elle-même un grand mage. Sen regarda son fils et réfléchit. Le protagoniste ne leva pas les yeux de son livre, se disant que cela ne suffisait pas. La seconde suivante, il tourna la page et dit dans sa tête qu'il devait tracer lui-même la direction parfaite pour le flux de mana aussi précisément que possible. C'était le matin de la maison du protagoniste du lendemain. Sa mère courut soudain dans sa chambre, demandant si son fils bien-aimé était là. Yu-sung leva les yeux de son livre et dit avec un sourire sur le visage qu'il était là. La femme se détourna aussitôt et se dit qu'il lisait encore. Après une courte pause, elle s'est retournée vers son fils et s'est dit avec enthousiasme que même si elle était heureuse que son fils soit si absorbé par les livres, elle voulait aussi qu'il soit ami et joue avec ses pairs. Puis, elle s'est demandé si elle ressentait cela parce qu'elle n'avait pas eu la chance de jouer avec eux. Le protagoniste a regardé sa mère, a vu sa réaction étrange et l'a appelée. La femme a regardé son fils avec une goutte de sueur froide sur la joue et n'a rien dit. Soudain, elle s'est approchée brusquement de lui, s'est accroupie et, avec un sourire chaleureux sur le visage, lui a demandé si le protagoniste voulait jouer avec elle aujourd'hui. Jouer? Yu-sun a demandé avec surprise, en regardant sa mère. Soudain, cela lui vint à l'esprit, et il se demanda immédiatement si elle allait vraiment lui apprendre la magie. Puis il ajouta que c'était tout à fait vrai, ajoutant qu'il était sûr que sa mère essaierait de lui apprendre les bases de la magie. Après ces réflexions, il cria joyeusement « oui ». Sen fut légèrement surprise par une telle réaction. De façon inattendue, elle l'a brusquement serré dans ses bras et, les larmes aux yeux, a déclaré qu'elle ne pouvait même pas penser que son fils aurait une telle chance de jouer avec elle, ajoutant qu'elle aurait dû lui en parler plus tôt. Au bout d'un moment, le visage du protagoniste montra confusion et incompréhension. Il se tenait devant la porte d'entrée et Yu-san demandait où étaient les livres et pourquoi ils étaient à la porte, ce à quoi sa mère répondit qu'ils n'auraient pas besoin des livres aujourd'hui, parce qu'ils allaient jouer dehors. Dès que le protagoniste a entendu cela, il lui a serré la main, a ri maladroitement et a commencé à partir en disant qu'il avait besoin d'étudier davantage. À cette époque, dans sa tête, il disait qu'il ne pouvait pas perdre son temps à jouer alors qu'il avait besoin de s'entraîner. En entendant une telle réponse de la part de son fils, Sen s'est précipitée pour serrer son fils dans ses bras et lui a dit qu'elle avait un garçon très diligent, qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Après quelques secondes, elle le laissa partir et avec un sourire chaleureux sur le visage, a dit qu'aujourd'hui était le moment de faire une pause. Elle posa ses mains sur les épaules de son fils, surpris,
et lui demanda s'il n'était pas intéressé par ce qu'il y avait dehors. Puis, elle a suggéré de sortir et d'essayer de s'amuser. Le protagoniste, après avoir écouté sa mère, a commencé à descendre dans ses souvenirs, se disant que si on y pense, il n'est jamais sorti après sa réincarnation. Il lisait toujours des livres, et les fenêtres de la pièce étaient nécessaires à l'éclairage. Après cela, il a laissé ses souvenirs et a déclaré qu'il ne savait même pas à quoi ressemblait ce monde. Au bout de quelques minutes, il baissa la tête, expira fortement et accepta de sortir avec sa mère et de jouer un peu. Saint en était très content. Alors ils ont immédiatement demandé à son fils d'aller vite se préparer. Quelques minutes plus tard, Yusan est sorti et a été choqué. Il vit une très belle ville et des particules de magie volaient dans les airs. En regardant tout, le protagoniste se disait qu'au cours des 3 années qu'il avait passées à la maison à lire des livres, les feuilles tombaient lentement des arbres dans les flaques d'eau. Il n'a jamais pensé à sortir. Dans l'autre sens, il aperçut 2 grands moulins et un champ de blé. Un vent d'été chaud et frais enveloppait le protagoniste. Sa mère a vu la réaction de son fils et avec un sourire aux lèvres, lui a demandé à quoi il pensait. Yusun, les yeux pétillants de bonheur, regarda Sain qui lui demanda s'il voulait regarder un peu autour de lui. Quelques minutes plus tard, le pied du protagoniste est apparu sur l'herbe. Il a rapidement traversé le terrain en courant et a éclaté de rire. Il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Avec un grand sourire sur son visage, il courait partout où il pouvait pour s'amuser. Ses yeux brillaient de bonheur et ses joues rougissaient. Au bout d'un moment, il courut vers une falaise qui offrait une vue incroyablement belle sur tout ce qui l'entourait. Cela a étonné le protagoniste au point de le laisser sans voix. Avant la réincarnation, il n'avait aucune possibilité de prendre soin de lui-même. Il vivait sous une pression constante. Des patients lui étaient régulièrement amenés et ses collègues se détournèrent de lui, ou plutôt existaient. Yu Sung ne s'était jamais senti aussi libre. Il a regardé la magnifique vue, a tenu son cœur et a dit avec un sourire sur son visage qu'il était très heureux de renaître dans ce monde. Après ces réflexions, il appela sa mère, qui se tenait derrière lui. Il se tourna vers elle avec un sourire narquois, voulant lui dire quelque chose. La seconde suivante, il la remercia sincèrement de l'avoir emmené se promener. Et soudain, le protagoniste s'est retrouvé à nouveau à l'hôpital. Un patient était transporté dans le couloir et on criait qu'il fallait le ramener d'urgence à la salle d'opération. Yusan se souvient de sa vie dans laquelle il était avec des patients toute la journée. Il a travaillé sans arrêt. Il a effectué des opérations chirurgicales. Après une opération, on lui a dit qu'il y en aurait une autre dans 5 minutes. Il en avait tellement marre que le personnage principal était assis par terre et demandait de l'aide. Mais il lui criait qu'il devait aller sauver les gens. Aucune force. C'était la limite. Quand soudain il se réveilla de la voix de sa mère et avec un visage pâle, crie que c'est une tachycardie gastrique, Sen caresse la tête de son fils et lui demande s'il a vraiment fait un mauvais rêve. En entendant cela, le personnage principal s'est un peu détendu et a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Ayant repris son souffle, il tourna la tête. À ce moment précis, il aperçut une grande et belle ville. D'après ce qu'il a vu, ses yeux brillaient à nouveau. Puis il se dit que c'était ainsi qu'il renaissait dans ce monde. À ce moment précis, il ajouta fermement qu'il ne vivrait certainement pas comme dans sa vie passée. Le soleil brillait brillamment sur la ville et sur la maison de Yunsu. Un certain temps a passé. La maison du protagoniste. Mon fils et moi sommes rentrés à la maison et avons salué son père, qui était très heureux de revoir sa famille. Après une courte pause, le protagoniste a voulu demander quelque chose. Avec un sourire sur son visage, il tira sa mère par la robe et l'appela. La seconde suivante, il lui a demandé de lui apprendre la magie avec un sourire chaleureux sur le visage. Dès que San a entendu cela, elle se couvrit la bouche avec ses mains, ses yeux pétillèrent et ses joues devinrent rouges. Soudain, elle tomba sur son mari, qui la rattrapa immédiatement et lui demanda comment son fils pouvait être si mignon. Quelques secondes plus tard, elle a dit chaleureusement en rougissant sur les joues qu'elle allait certainement tout apprendre à son fils. Le protagoniste était un peu confus par une telle réaction. Alors il a juste ri maladroitement et s'est dit qu'il ne pouvait pas s'habituer à ça. Quelques minutes plus tard, Saint reprit son souffle et dit qu'il pouvait commencer maintenant. Après ces mots, elle dit feu à haute voix et une puissante flamme s'enflamma dans sa main.
Le protagoniste sourit légèrement et dit froidement « Waouh ». Cela surprit grandement Sun et se demanda dans sa tête si c'était vraiment sa réaction. À ce moment précis, elle a montré sa main et a dit que c'était du feu. Lui demandant s'il n'était pas intéressé, son fils a tapé dans ses mains et a dit froidement que c'était cool. Dès que la femme vit la même réaction, elle dissipa la magie, leva le doigt et demanda si cela ne suffisait pas. À ce moment-là, le protagoniste se dit qu'il avait déjà utilisé cette magie. Après une courte pause, Sein a proposé de s'asseoir et son fils a immédiatement accepté. La seconde suivante, elle a regardé en arrière et, avec un sourire sur son visage, a dit que le problème était qu'il y avait une certaine particularité. Elle imaginait la magie comme un caillot d'énergie et disait que la magie que nous voulons utiliser se transforme en mana. Puis elle ajouta cela à l'aide de sorts et d'actions. Dès que le fils écoutait sa mère, il a immédiatement dit qu'il avait une question. « Quelle question ?» demanda Saint. Le protagoniste balança ses jambes et demanda s'il était possible de transformer le mana d'une autre manière. En entendant cela, la jeune fille a demandé avec surprise, d'une autre manière. Ensuite, le protagoniste a déplacé son regard et a dit pensivement, par exemple, « Feu, vous devez d'abord brûler le mana, puis le récupérer à nouveau, puis appliquer la force de friction. Ce n'est que dans ce cas que le feu apparaîtra. » La seconde suivante. Il leva le doigt et demanda si, au lieu de 3 transformations de bois de mana, ne serait-il pas plus facile de le faire une seule fois, bien que si vous faites cela, le mana se dissipera plus rapidement. En entendant une telle question, Sen était très confuse et a dit qu'il était vraiment difficile de répondre. Après une courte pause, elle posa son doigt sur son menton et répondit pensivement que c'était effectivement possible. Une seconde plus tard, elle leva le doigt et dit que si 3 événements regroupés se stabilisent, alors tout s'arrangera. Soudainement, elle rit maladroitement et dit que ce n'était que purement théorique. « D'accord », répondit son fils avec une goutte de sueur sur le visage. Plusieurs minutes passèrent. Les pensées du protagoniste pouvaient être entendues dans la salle. Il détourna le regard et parla pensivement de stabilisation. Puis il a demandé « Est-ce que cela veut vraiment dire ?» La seconde suivante, il serra le poing et continua cela dans un état complet. Une seconde plus tard, il desserra la main et termina. Vous pouvez ajouter plus d'attributs. Immédiatement après cela, une flamme est apparue dans sa main et soudain, une colonne de feu a frappé le plafond de sa main. Dès que ce fut fini, le protagoniste parut très heureux car il avait réussi. Le chef de famille a immédiatement couru vers eux, leur demandant avec enthousiasme ce qui s'était passé. Sen regarda son fils et avec une goutte de sueur froide, se dit dans sa tête qu'elle n'en avait aucune idée. Elle regarda le protagoniste, qui regarda devant elle avec un sourire sur le visage, et dit qu'elle n'avait même pas remarqué le moment où il utilisait la magie. Puis elle a ajouté que lors de l'utilisation de la magie, un flux de mana passe toujours. Il y avait une grande surprise et une grande confusion dans ses yeux. Dans sa tête, Yusan racontait une vie répétitive, où il était constamment patient. Au-dessus de lui, une marque noire de la colonne de feu restait au plafond. Il finit alors de parler, mais ne le sentit pas. Après une courte pause, il posa la main sur son menton et dit pensivement qu'il pensait que c'était beaucoup plus facile à comprendre. Si vous l'imaginez comme un atome et que vous le combinez comme un composé, vous n'avez plus besoin d'introduire de mana. Sa mère a entendu tout cela. Elle regarda son fils, qui ne pensait pas du tout comme un garçon dans sa tête. Elle a crié qu'il était encore un enfant. Yusan reprit soudain ses esprits et regarda sa mère, dont le visage était inquiet dans sa tête. Il lui a demandé s'il était trop concentré. La seconde suivante, il se tourna vers sa mère et avec un sourire aux lèvres, lui demanda ce qui n'allait pas. Ce à quoi la jeune fille répondit avec confusion qu'elle était simplement fière que son fils puisse utiliser la magie. En entendant cela, le protagoniste s'est gratté l'arrière de la tête et a dit qu'il semblait être un génie. À ce moment-là, la joie a envahi la mère et elle a crié que son fils était vraiment cool. Cette même nuit, Yusung s'est réveillé avec des conversations dans la cuisine sur la gravité de la situation. Son père et sa mère se tenèrent la main. La femme leur a demandé ce qu'ils devraient faire s'ils découvraient leur fils, ce à quoi l'homme a répondu qu'ils devraient faire tout leur possible pour éviter que cela ne se produise. Le protagoniste ne bougeait pas de sa place et se demandait dans sa tête
si on parlait vraiment de lui. Saint dit soudain que lui-même avait compris que ce n'était pas si simple. Puis elle, avec une goutte de sueur froide sur la joue, dit d'une voix excitée que leur fils était un génie qui naissait tous les 100 voire 1000 ans. Après une courte pause, elle a demandé ce qui se passerait si le protagoniste attirait l'attention de l'Académie. Busung regardait silencieusement le plafond, écoutant attentivement la conversation de ses parents tout en disant dans sa tête qu'il ne savait pas de quel genre d'académie il s'agissait. Mais la seconde suivante, il se retourna sur le ventre et finit. Il semble qu'il puisse être entraîné dans cet endroit. Après cela, il serra fermement le poing et ajouta que pour éviter que cela ne se produise, il avait besoin de force. À ce moment-là, il a dit qu'il voulait apprendre la magie pour s'amuser, mais il a changé d'avis. Il ferma les yeux et commença à s'endormir fermement en disant que maintenant, il avait besoin d'obtenir le pouvoir absolu. Beaucoup de temps s'est écoulé. De beaux oiseaux à poitrine jaune chantèrent dehors. Le soleil brillait dans la chambre du protagoniste. Il y avait des livres et des notes sur son bureau. Le garçon aux cheveux blancs bâillait doucement. Après s'être réveillé, il s'est tourné vers la fenêtre et a demandé si c'était déjà le matin. En sortant du lit, il s'est gratté la tête et a regardé par la fenêtre et a dit que comme il était un ermite au lit, il ne pouvait pas dire comment le temps passait. C'était le protagoniste à l'âge de 15 ans. Il se demandait avec un sourire aux lèvres s'il devait prendre le risque. Les expériences et recherches du protagoniste pour augmenter le niveau de magie et sa compréhension géniale du mana sont devenues la base de son développement extrêmement rapide. En raison de l'énorme quantité de mana qu'il a absorbé, ses cheveux sont devenus d'un blanc pur. Il dit soudain à haute voix qu'il devait emporter ça avec lui. Après cela, il commença à écrire sur une petite tablette qu'il pouvait guérir ceux qui étaient malades, disant dans sa barbe qu'il ne savait pas si ses connaissances médicales seraient nécessaires. Mais quelques secondes plus tard, l'inscription sur la tablette était terminée et Yusan avait terminé. Dire que ça valait la peine d'essayer. Il regarda la tablette et rassembla ses forces. À ce moment précis, il dit cela avant de sortir pour la dernière fois. Après ces mots, il invoqua l'élément feu, puis le vent et la glace. Avec un doigt tendu, il unifia tous les éléments en un magnifique et brillant caillot de mana. En regardant le résultat, il s'est gratté la tête et, avec un sourire heureux sur le visage, a déclaré que c'était excellent et qu'il était maintenant temps de partir. Plusieurs heures se sont écoulées. La ville. Soudain, une jambe de bois a été posée sur la route avec un bruit sourd. Le protagoniste était au centre de la ville et regardait autour de lui, a dit que c'était un endroit approprié. Après une courte pause, il porta son poing à sa bouche et, avec une rougeur sur la joue, dit que c'était un peu embarrassant quand soudain il se tourna vers les gens et criait fort qu'il pouvait guérir quelqu'un qui ne se sentait pas bien, de sorte que n'importe quel patient pouvait être amené. Après un court silence, les gens ont ri et ont dit que c'était un jeune homme très gentil. Puis l'homme lui a crié qu'un enfant comme Yusan devrait jouer au sein ailleurs, parce qu'on ne peut pas se moquer ainsi des malades. Dès que le protagoniste a entendu cela, il est devenu blanc avec un choc dans la tête. Il demanda avec mécontentement ce que ces gens pensèrent de lui. Mais au bout de quelques secondes, il sourit, leva la main vers sa tête et se dit qu'il s'y attendait et qu'il avait donc besoin de se calmer. Le temps a passé. Le soir arriva. Le protagoniste portait la main à sa tête et ne savait pas quoi dire. Soudain, il tomba à genoux et, de chagrin, se dit qu'il ne pouvait pas croire que personne ne soit monté. Puis il a dit qu'il n'y avait plus rien à faire ici maintenant et qu'il devait donc rentrer chez lui. Après ces mots, il se leva et vit devant lui une belle robe de femme. À ce moment précis, la jeune fille demanda si le protagoniste pouvait réellement guérir les malades. Yusan leva les yeux vers la fille avec un visage triste. Il a vu une fille aux longs cheveux bruns devant lui demandant s'il pouvait guérir quelqu'un. Puis le protagoniste pensa dans sa tête, est-ce vraiment son premier patient? Soudainement, la fille a crié très fort, lui demandant s'il pouvait le faire. Le protagoniste avait très peur et agitait les bras, a répondu qu'il devait d'abord examiner le patient. La fille regardait le gars avec les larmes aux yeux et ne savait pas quoi dire. Soudain, elle a crié qu'elle pensait qu'un idiot comme lui ne pourrait pas guérir le patient. Ces mots furent comme un couteau dans le cœur du protagoniste. Il commença à se sentir en colère et, dans sa tête,
il se demanda si c'était sérieux. Soudain, il appela bruyamment la jeune fille, l'appelant Short. En entendant cela, la jeune fille se retourna, mécontente, et lui demanda à nouveau ce qu'il venait de dire. Yusan l'a regardé et a dit que même s'il ressemblait à un garçon inutile de 15 ans, la seconde suivante, il a mis sa main sur sa poitrine et a fermement conclu qu'il n'y avait personne qu'il ne pouvait aider. Puis il a dit qu'il ne fallait pas juger uniquement sur l'apparence. En entendant cela, la fille fut très surprise et pensa que le gars était encore très jeune. Le personnage principal parlait de sa vie passée au cours de laquelle il avait réussi à sauver des gens. La jeune fille le regarda et se demanda pourquoi elle avait autant confiance en lui. Après ses réflexions, elle s'est approchée de lui, s'est excusée et a dit qu'il avait raison. La seconde suivante, elle prit les bords de sa robe, s'inclina et dit qu'elle voulait se présenter formellement parce qu'elle était la fille unique du vicomte Gad. Gad von Olika, pas un shorty, ajouta-t-elle d'une voix forte et mécontente, penchée vers Yusan. Le personnage principal était un peu confus, a agité ses mains et a dit qu'il s'appelait Ray. Dans sa tête, il se demandait si elle était une noble, même si cela ressortait clairement de ses vêtements, que des étoiles avaient déjà commencé à apparaître dans le ciel. Belika a soudainement demandé pourquoi. Le gars est passé au discours formel, ajoutant qu'il devrait parler comme avant. D'accord. Le personnage principal a répondu calmement. Après une courte pause, la jeune fille a déclaré que le patient dont elle avait parlé plus tôt était son père. En entendant cela, Yusan fut très surpris et se demanda dans sa tête si c'était le vicomte Gate lui-même. Elika baissa la tête de déception et dit que récemment, la peau de la poitrine de son père était devenue rouge et des bosses étaient apparues. Et puis tout a gonflé comme des boules. En entendant cela, le protagoniste a pensivement mis son doigt sur son menton et a pensé qu'il pourrait s'agir d'une tumeur maligne. Puis il a demandé à la jeune fille s'il pouvait y jeter un œil, car c'était une urgence et chaque seconde comptait. À ce moment précis, il baissa les yeux et se dit que si cette tumeur avait la taille d'une boule, soudain, il courut rapidement après la fille et cria que l'essentiel n'était pas d'être trop tard. Quelques minutes plus tard, Elika s'arrêta brusquement. Elle s'est tournée vers Yusun et lui a dit qu'ils étaient là. Le protagoniste a vu un immense terrain et une maison géante devant lui. Le majordome courut soudain à sa rencontre, très heureux que la dame soit revenue. Alika a immédiatement couru vers l'homme, lui a attrapé la main et a crié, lui demandant ce qui n'allait pas avec son père. Après une courte pause, le majordome dit doucement que son état s'était soudainement aggravé et que le vicomte était décédé. En entendant cela, la jeune fille porta ses mains à sa bouche. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle cria que tout cela n'était qu'un mensonge. Après cela, Ulika s'est précipitée pour courir dans la maison. Elle courut rapidement dans le couloir jusqu'à la chambre de son père. Non, elle a crié fort. Quelques secondes plus tard, elle ouvrit les portes et appela son père, les larmes aux yeux. Sa mère était assise sur le lit à côté de son mari, qui n'a réagi à rien. Le liqueur s'est précipité vers son père, le suppliant que tout cela n'était pas le cas. Quelques minutes plus tard, le protagoniste s'est approché, s'est penché vers le corps et a demandé s'il pouvait examiner le vicomte. Ce qu'il a vu émanait d'un pouvoir magique sombre. Cela provenait des grosses boules noires sur la poitrine du vicomte. Yusung leva la main, d'où venait le pouvoir magique et pensa qu'elle était faite. Mais je le sentais toujours. La seconde suivante, il s'est soudainement levé et a dit à haute voix que le patient pouvait encore survivre. Tout le monde dans la pièce regarda le gars avec surprise. Elika a soudainement attrapé le protagoniste par les vêtements. Elle le supplia en larmes de sauver son père. Voyant cela, Yusung sourit. Il regarda la jeune fille et répondit fermement qu'elle ne pouvait pas s'inquiéter. « Qui est ce garçon ?» demanda la femme du vicomte. Le majordome s'est tourné vers l'hôtesse et lui a dit qu'il n'était pas sûr, mais il semblait qu'Elika l'avait amené. Le gars qui se tenait derrière lui demanda avec mécontentement comment il était possible de laisser entrer un roturier inconnu dans le domaine. Soudain, il leva la main et cria fort, demandant si le protagoniste avait vraiment dit qu'il pouvait sauver le vicomte mort. La servante qui se tenait derrière lui a demandé si Yusung n'était qu'un escroc. Peut-être qu'il voulait juste voler les bijoux. La femme du vicomte a dit, les larmes aux yeux, que cela n'avait plus d'importance maintenant, parce qu'elle était juste. La femme regarda le protagoniste, qui s'apprêtait à se rendre au travail, et termina. Elle voulait s'accrocher à son dernier espoir,
car peut-être cet enfant ferait un miracle. À ce moment, Yu-sung regarda les boules noires sur la poitrine du vicomte et se dit qu'il n'arrivait pas à croire que tout cela soit rempli de pus noir. Puis il dit qu'il devait d'abord concentrer son mana et en faire un scalpel. Après ces pensées, Mana fut libéré de son index qui se transforma en scalpel. Tout le monde était horrifié et choqué par ce qu'il voyait. Le gars en armure a soudainement crié furieusement, demandant ce qu'il s'autorisait à faire. Yu-sung s'est couvert les oreilles à cause d'un cri si fort. Après une courte pause, il se tourna vers l'indigné et répondit qu'il essayait de guérir le patient. À cela, le gars en armure a crié que c'était stupide, demandant ensuite comment le protagoniste pouvait traiter le vicomte de cette façon. En entendant cela, Yu-san expira lourdement et dit avec mécontentement que s'il ne lui faisait pas confiance, alors il pourrait tout laisser tomber et partir, car rien ne changerait pour lui. Le type en armure était furieux de ce qu'il avait entendu et se dirigeait vers le médecin quand soudain, la femme du vicomte a crié fort. « Capitaine !» Puis elle a regardé avec enthousiasme le gars en armure et lui a demandé de faire confiance à cet enfant. Le capitaine s'inclina et obéit. Le protagoniste, voyant cela, a agité la main et lui a ordonné d'arrêter de crier et de sortir, parce qu'il gênait. Le commandant a entendu cela, a serré le poing et a dit avec colère que Yu-san n'était qu'un enfant arrogant. La seconde suivante, le protagoniste a commencé à effectuer l'opération. En expirant lourdement, il se dit qu'il avait percé la tumeur et qu'au lieu de sang, le pus coula immédiatement. Il a regardé les tumeurs et s'est dit que ce n'était pas qu'une tumeur, c'était. Une seconde plus tard, il finissait de parler d'une peau qui avait subi une nécrose due au poison. Cette conclusion le rendit extrêmement tendu. Il regarda le vicomte, et son pouvoir magique commença à se répandre dans toute la pièce. Yu-san a retroussé ses manches et a dit que maintenant, la seconde suivante, il agita la main, créa un scalpel et finit de parler. Il est temps de commencer. Sans hésitation, il a porté le scalpel sur la tumeur et s'est dit dans sa tête qu'il devait d'abord se débarrasser des parties affectées par le pus. Toute la famille observait ses actions, s'inquiétant à chaque seconde. Une fois que le protagoniste a fini avec le premier, il a fait une incision sur le côté de la poitrine. Il était très tendu car c'était un travail très délicat et minutieux. Après avoir pratiqué l'incision, il a vu les poumons qui avaient déjà commencé à se décomposer et s'est demandé à quel point la maladie était avancée. Il posa ses mains sur le corps du patient et pensa que d'une certaine manière, il avait même de la chance. Yu-sung a continué l'opération, disant dans sa tête que la partie nécrose n'était pas si grande et que s'il la coupait, le patient pourrait récupérer facilement. Après quelques minutes, il étendit 2 doigts et créa un mince fil avec magie. Magie qu'il allait utiliser pour recoudre le site de l'incision. Après cela, il a commencé à recoudre l'incision, en effectuant des mouvements parfaits. La famille a continué à se tenir derrière, essayant de ne pas interférer. Soudain, le majordome rompit le silence et dit que le garçon que la jeune mademoiselle avait amené ici, avec une goutte de sueur sur le visage. Il a dit qu'il était tout simplement sans voix. Il regarda le protagoniste qui effectuait l'opération avec un visage très sérieux et se dit que non seulement il avait du charisme, mais que c'était rare chez la jeune madame. Ses pairs, mais il avait aussi des mouvements de mains magistraux. Le majordome remarqua les mains de Yu-sung, qui étaient enveloppées de pouvoirs magiques. Des fils de mana sortaient de ses doigts dans sa tête. Il a dit qu'il finirait par coudre. Il bougeait facilement ses mains. Piqûre. Le majordome regarda cela et se dit qu'il était comme un marionnettiste tirant les ficelles. « Non, comme Dieu », dit-il une seconde plus tard. Puis il dit doucement que ce garçon pouvait vraiment faire un miracle pour eux. La servante, en entendant cela, regarda le protagoniste avec surprise sans rien dire. En effet, dit-elle soudain, en regardant le travail de Yu-sung à ce moment-là, le protagoniste essuya la sueur de son front et dit qu'il avait presque fini. Il n'y avait plus d'horribles tumeurs noires sur le corps du vicomte. Le protagoniste a regardé le corps du patient et a déclaré qu'il ne restait plus qu'à rétablir la circulation sanguine. Après avoir réfléchi à ses pensées, il a placé ses 2 mains sur la poitrine du patient et a pensé à utiliser son mana pour remplacer le défibrillateur. La seconde suivante, il envoya une impulsion avec ses mains. En utilisant la magie, le mana pénétra jusqu'au cœur arrêté du patient et soudain il recommença à battre. La joie et le bonheur sont apparus sur le visage du protagoniste
et il cria que le vicomte était de nouveau vivant. Au même instant, il se tourna vers la famille et dit que l'opération était un succès, mais tout le monde était horrifié par ce qu'il voyait. Cela surprit Yusan, et il tourna son regard vers le vicomte, se demandant dans sa tête pourquoi il se ressemblait. Comme ça, soudain, il voit du sang jaillir de la bouche du patient et se dit que c'est parce que le sang s'est mis à couler. Lorsqu'il rétablit le flux sanguin vers le cadavre, le commandant tremblait de rage. Gosse! Il a crié de rage. À ce moment précis, il a pointé du doigt le protagoniste et a crié qu'il savait qu'il n'était qu'un escroc. Serait-ce vraiment encore lui? Se demanda le protagoniste avec mécontentement dans sa tête. Puis il a agité ses mains en signe de déni et a dit avec confusion qu'il allait tout expliquer maintenant. Mais le commandant ne l'a pas laissé finir et a crié qu'il essayait toujours de se couvrir. La seconde suivante, Yusan a pointé du doigt le vicomte et a dit qu'il était vivant. Cria furieusement le commandant. Comment ose-t-il continuer? Il a agité ses bras et a crié, demandant où il était vivant puisqu'il ne pouvait voir qu'un corps ensanglanté. En entendant cela, le protagoniste, avec une goutte de sueur sur le visage, a répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter puisqu'il était réellement vivant. À cela, le commandant a répondu furieusement « Nous lui ordonnons de fermer la bouche », ajoutant qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait ouvert le corps d'un noble. En écoutant cela, le protagoniste a expiré lourdement et s'est gratté l'arrière de la tête, demandant 1 minute. Soudain, il entendit la voix d'Elika, qui baissa la tête avec tristesse et dit qu'il avait promis de sauver son père. La seconde suivante, elle écarta les bras et cria qu'elle le croyait. Yusung regarda la fille et dit que son père n'était pas mort. Puis il montra la patiente et lui demanda de le regarder. Mais Alika n'a même pas écouté le gars. Elle baissa la tête et dit, les larmes aux yeux, que son père était décédé parce qu'elle avait amené le protagoniste ici. Dès que Yusung entendit cela, il leva la main et dit fermement que le vicomte était vraiment complètement guéri et qu'il devait attendre encore un peu. En même temps, il se demandait dans sa tête pourquoi la famille agissait ainsi. Était-ce parce qu'il n'avait jamais assisté à une opération? Soudainement, une épée était pointée sur son cou. Le commandant cria de rage, demandant si Yusung non seulement avait fait du mal au vicomte, mais souhaitait également la jeune mission. À ce moment, un garde apparut derrière lui, et il a crié que le protagoniste en avait fait assez, diffamant le corps du vicomte. Le protagoniste, écoutant cela, regarda le commandant et ne sut que dire. Soudain, il expira et dit avec mécontentement qu'il avait déployé tant d'efforts pour sauver le patient. Dans la pièce bien éclairée et chère, on entendit sa voix disant que non seulement il n'avait reçu aucune gratitude, mais le commandant pointa également une épée sur lui. À ce moment précis, il demanda d'un air menaçant s'il venait de le traiter d'escroc et d'assassin. Avec un visage très en colère, il a dit qu'il s'en prenait à la mauvaise personne. Yusun était sûr qu'ils étaient juste en colère. Il a regardé vers l'avenir et a pensé que si l'on se souvient des normes de ce monde, c'était une réaction tout à fait attendue. Il expira lourdement et répéta que le traitement avait réussi. Se préparant à partir, le protagoniste s'est retourné et a dit d'attendre les changements. Il s'avança un peu brusquement en tournant la tête. Yusung a averti que personne ne devrait lui faire obstacle. Le commandant serra les dents et le regarda avec colère. Il a soudainement levé son épée et a crié fort que Yusung était arrogant. Le gars s'est retourné et s'est mordu un peu la lèvre. Utilisant la magie, il utilisa la capture et des chaînes apparurent immédiatement. Il a serré le poing et a attrapé le commandant avec des chaînes. Le commandant regarda la capture de mana et demanda si Yusung pouvait vraiment utiliser une telle magie. Les gardes ont crié fort en le regardant. Le commandant a essayé de brandir son épée et a crié d'attraper le gars immédiatement. Il regarda l'expérience avec enthousiasme et cria que Yusung ne serait pas capable d'en bloquer plusieurs à la fois. Le protagoniste tendit rapidement la main vers l'avant et utilisa la magie de capture. Les chaînes de mana ont attrapé 2 gardes à la fois. Le commandant ouvrit grand les yeux et fut surpris par la double magie. Yusung expira et les regarda avec mécontentement. Après quoi le commandant a demandé comment le gars utilisait la magie de ce niveau. Il pensait avec irritation à ce que faisait Yusung. Lorsque le protagoniste est parti, il a arrêté le mana. Il a dit au commandant que c'était le dernier avertissement. Fronçant les sourcils, Yusung expira et dit qu'il ne devrait même pas essayer de l'arrêter. C'était une nuit étoilée dehors.
Le protagoniste a fermé les yeux et s'est gratté la tête, puis a déclaré que la différence dans le niveau de développement médical n'avait pas d'importance. Il s'est avancé et a dit que les gens allaient trop loin. Le protagoniste s'est approché de la maison et, levant la tête vers le ciel, s'est indigné qu'il ait été traité comme un enfant stupide ou un escroc. Le gars a tiré la poignée de la porte et a dit que l'homme était son premier patient au monde. Il regarda le sol avec déception en entrant dans la maison et dit que ses compétences médicales étaient limitées dans ce monde. Sen posa les mains sur ses hanches et dit avec mécontentement que son fils était en retard. Yu-sung reprit ses esprits et pensa qu'il avait complètement oublié l'heure. Sen leva avec colère son index et demanda à quelle heure. Elle a demandé au gars de rentrer à la maison. Le protagoniste a bégayé et a répondu qu'à 7 ans, la mère a commencé à crier fort qu'il y avait beaucoup de méchants dans le monde. Yu-san a donc été assigné à résidence pendant 2 jours. Il ferma les yeux de frustration. Le garçon pensa avec mécontentement que partout où il se trouvait, il était traité comme un enfant partout à cette époque dans la mère vicomtale. Le vicomte frappa violemment la table avec sa main et demanda qui était l'enfant. Elika tapa du pied et cria fort pour appeler son père allongé sur le lit. Le vicomte a crié. Sa femme et sa fille le regardaient avec peur. Sa femme a immédiatement crié que le vicomte était vivant. Le commandant ouvrit la bouche de surprise et demanda comment cela était possible. Il leva son épée et demanda si le chef était réellement vivant. La femme du vicomte ferma les yeux et se souvint d'Elika criant qu'elle croyait Yu-sung. Le garçon a été pointé avec une arme à feu, accusé et expulsé du château. Elle ferma les yeux et soupira lourdement. Elle s'est sentie coupable et a déclaré qu'ils avaient commis une énorme erreur car ils n'avaient pas pu reconnaître leur sauveur. Elle a lancé un regard noir au commandant et a ordonné que le garçon soit retrouvé immédiatement, car cet incident jetterait une ombre sur l'honneur de leur famille. Le commandant s'est exclamé, mécontent, demandant pourquoi il devait faire cela. La magie est apparue sous ses pieds. Il tomba brusquement au sol et la femme du vicomte dit au commandant de s'excuser pour son impolitesse auprès de Yu-sung. Le majordome a mis sa main sur son menton et a dit que tout cela était très intéressant, car comment un si petit garçon pouvait-il faire une chose aussi incroyable? Le commandant a supposé que le garçon était un saint. Tout le monde se retourna et le regarda avec surprise. Le commandant a répondu que si tel était le cas, alors il n'avait jamais entendu parler de saint utilisant la magie. Il regarda le vicomte et cria fort pour montrer à tout le monde son expression paisible. Et il avait définitivement rendu l'âme. Il étendit les bras et demanda si ce n'était pas un saint qui ressuscitait les morts. Alors qui? Qui étaient les saints? Les saints étaient choisis par Dieu lui-même et possédaient un grand pouvoir divin. Ils pouvaient entendre sa voix. Après tout, ils étaient les favoris de Dieu et aussi ses confidents. La femme du vicomte porta la main à ses lèvres et demanda si c'était vraiment un enfant. Comme elle n'avait pas entendu dire qu'il y avait un saint dans le royaume, elle supposait que personne ne le savait encore. Elika s'exclama et demanda si la maladie du vicomte n'aurait pas pu être guérie par le grand prêtre. Le commandant a déclaré que la personne qui avait guéri le vicomte était un saint. Le majordome eut un sourire narquois et demanda ce que le commandant avait fait si le garçon était un saint. Le commandant serra les dents et dit qu'en raison de son ignorance, il avait jeté une ombre sur le vicomte. La femme du vicomte s'est sentie coupable et a déclaré que tout le monde se contentait de regarder. C'était donc la faute de tout le monde. Elika baissa les yeux avec frustration et dit qu'il devait rencontrer le saint et s'excuser. Le vicomte ouvrit les yeux et demanda de quoi ils parlaient, tous. Elika appela joyeusement son père. Le vicomte s'assit sur le lit en se tenant la poitrine et demanda d'un air menaçant ce qui s'était passé. Elika s'approcha du lit et expliqua brièvement que le saint était venu le guérir. Le vicomte serra fermement le poing et demanda s'il s'était réveillé à cause du saint. Il a regardé le commandant et a crié « Pourquoi ?» Ils étaient là, discutant de leur grossièreté scandaleuse. Le chef a essayé de se lever du lit et s'est approché du commandant effrayé et lui a crié d'arrêter cette agitation. Il s'est gratté la tempe et leur a dit d'impliquer tout le monde dans le manoir et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour retrouver Yu-sung. Il leur a immédiatement crié fort de commencer. Immédiatement, Yu-sung lisait un livre et s'est gratté l'oreille. Puis il a demandé qui se souvenait de lui. En Corée, on dit que si quelqu'un parle d'une personne, ses oreilles lui démangent. Yu-sung et sa mère sont venus dans la forêt pour lui apprendre la guérison. Sa mère, qui se tenait derrière lui,
sourit largement et souhaita bonne chance au garçon. Le personnage principal tenait un bâton cassé dans sa main et criait pour le guérir. Une légère vapeur sortait de sa main et le bâton restait brisé. Il ouvrit de grands yeux de surprise et regarda le bâton, et sa mère cria joyeusement que le garçon était très mignon. D'un léger mouvement de la main, il fit un feu et le pointant du doigt, regarda avec la bouche grande ouverte. Sen a mis ses lunettes et mange du pop-corn, regardait joyeusement son fils contrôler le feu. Busung a crié fort, guérissant, pointant sa main vers le bâton. Sa main brillait vivement et des éclairs magiques apparurent autour. De la vapeur sortait de sa main et le bâton restait dans la même position. Le protagoniste s'est mis très en colère et a crié pourquoi il ne pouvait pas le faire. Sen sourit et lui dit de l'écouter attentivement car elle lui expliquerait tout. La jeune fille leva le doigt et expliqua que la guérison était un sort qui utilisait le mana pour augmenter la vitalité de la cible. Yusung la regarda pensivement et pensa que c'était un peu compliqué. Elle sourit et montra le bâton, puis lui dit d'imaginer qu'il utilisait du mana pour créer une couche autour de la cible. Elle jeta un sort de guérison et pointa sa main vers le bâton cassé. À ce moment-là, le bâton fut restauré. Sen a mis ses mains sur ses hanches et, fermant les yeux, a dit que la guérison n'était pas très difficile, donc le gars réussit. Confus, Yusung baissa les yeux et expira lourdement. Sen entendit un bruissement venant du côté, vers lequel elle se retourna brusquement. Elle cria en apercevant un cerf non loin d'elle. La jeune fille a regardé attentivement et a vu que l'animal s'était gravement blessé à la jambe au niveau du genou. Elle écarta les bras sur les côtés et demanda joyeusement pourquoi le garçon n'avait pas essayé de soigner le cerf. Sean a répondu que le cerf avait besoin d'aide de toute façon, c'était donc une tâche pratique pour Yusung. Le protagoniste a mis sa main sur son menton et a pensé que le résultat serait meilleur que s'il s'entraînait sur une branche. Sen a ri et a dit au garçon de ne pas s'inquiéter et d'essayer de se rapprocher du cerf, ce à quoi Yusung la regarda avec mécontentement et pensa qu'elle appréciait simplement la situation. Elle ouvrit grand les yeux et regarda le dos de Yusung, qui se dirigeait vers l'avant. En rampant lentement, il marcha sur une branche qui craqua bruyamment sous lui. Le cerf s'est immédiatement retourné, effrayé par le bruit. Il a soudainement sauté sur le côté et Yusung a crié avec confusion que l'animal s'enfuyait. Sa mère a ri et a pointé son doigt vers l'avant, disant à Yusung de rattraper le cerf, ce à quoi le garçon en fut très surpris, sa bouche ouverte. Le protagoniste a rapidement couru après le cerf et a réfléchi à la raison pour laquelle il devait faire cela. Il serra les dents et se demanda s'il était vraiment si important que la main de Dieu ait fait un tel effort pour guérir. Le gars a regardé le cerf qui courait et a pensé qu'il devait tout faire pour sauver autant de vies que possible. Il libéra les chaînes de sa main avec magie et réfléchit à ce qui s'était passé. Il savait que la famille Gad avait besoin des connaissances de la médecine moderne. Il pensait qu'ils avaient peur à cause de l'incertitude. Yusen a attrapé le cerf dans ses chaînes et a crié joyeusement qu'il l'avait attrapé. Le gars s'est gratté l'arrière de la tête et a été surpris de constater que malgré la jambe blessée, le cerf courait très vite. Il s'est agenouillé pour caresser le cerf et a dit qu'il allait maintenant le guérir. Cria joyeusement Sen, soutenant son fils. Le gars était enveloppé de mana magique et il pensait que si la magie était ce qu'ils utilisaient, alors il ferait tout pour que cela fonctionne. Sen le surveillait attentivement. Elle regarda l'incroyable mana avec surprise et se demanda comment c'était possible. « Enveloppé de magie !» s'exclama le garçon en sautant au-dessus du cerf. Yusung pensait qu'il avait l'honneur d'être médecin. Il pensait qu'elle lui disait de toujours passer à l'étape suivante. Il a crié fort, un sort de guérison. Le cerf gémit brusquement de douleur. Il toussa et ferma. Ses yeux tombèrent immédiatement au sol. Yusung et Sen fronçaient les sourcils, confus. Ils crièrent tous les deux fort en réalisant. Sen a crié, demandant ce qui s'est passé, que le cerf est mort sur le coup. Le protagoniste a répondu avec frustration que cela aurait dû le guérir. Il expira lourdement et pensa tristement qu'il était un médecin qui ne pouvait pas sauver. Il posa la main sur son menton et se demanda si Sen avait dit qu'il devait utiliser du mana, réduire la couche pour augmenter la vitalité. Le garçon se demandait pourquoi il ne comprenait pas comment guérir, mais pourrait utiliser une autre magie. Sen le regardait joyeusement. Yusan a dit que c'était parce qu'il avait le chemin du mana. Il se demandait ce qui se passerait s'il utilisait la guérison sur une personne. Le vieil homme demanda si le jeune médecin pouvait le guérir, ce à quoi le garçon tendit la main et cria joyeusement
un sort de guérison. Le vieil homme sourit et demanda comment il pouvait remercier le garçon, après quoi, il commença à cracher du sang. À ce moment, un cercueil apparut devant ses yeux. Le protagoniste pensait tristement que pour l'instant il devrait rester à l'écart de la magie de guérison car il pourrait risquer la vie d'autres personnes. Il faisait un temps clair dehors. Après un certain temps, le soir arriva et seule la lumière était allumée dans l'allée de la maison. J'ai vu un steak sur la table et j'ai demandé si aujourd'hui était un jour spécial. Sen se couvrit la bouche de la main et rit. Je m'approche de lui. Ael laissa échapper un souffle surpris et demanda si leur fils génial ne pouvait pas entendre. Talon. Ce à quoi Sein tira la joue de Yusung et sourit, disant que leur fils était très mignon. Ses parents ont immédiatement ri fort, après quoi Yusung serra les dents de colère. Il pensa d'un air menaçant qu'il n'apprendrait plus jamais la magie de guérison. Quelque temps plus tard, dans le Saint-Empire de Gaïa, la statue de Dieu répétait le nom d'Aa. Le pape du Saint-Empire était agenouillé et la regardait, l'appelant sa maîtresse. Il ouvrit la bouche et se demanda avec surprise si la statue l'appelait. La statue lui a dit de la trouver. Cela lui disait fort de chercher une nouvelle constellation aux cheveux gris. La statue parlait de Yusung, dont les cheveux étaient éclairés par une lumière vive. L'armée du Saint-Empire traversa la forêt et discuta du nouveau saint. Ils ne croyaient pas qu'un autre soit apparu, car il y avait déjà un saint. Le garde dit que le nouveau saint était assez jeune, ce à quoi l'autre répondit qu'il avait été choisi par la déesse, donc l'âge n'avait pas d'importance. Ils dirent que ce serait bien s'ils avaient un autre saint, et demandèrent si c'était la première fois dans son histoire, 10 heures avant l'envoi du contingent du Saint-Empire dans l'Empire. Le pape du Saint-Empire a appelé la statue sa dame. Il écarta les bras sur les côtés et la remercia. À genoux. Il ouvrit grand les yeux et lui demanda quelle affaire elle avait pour lui. La statue répondit qu'il voulait trouver un saint aux cheveux blancs dans un pays connu sous le nom de Cilia. Le pape du Saint-Empire joignit les mains et regarda la statue. Il a demandé si c'était tout, ce à quoi elle a demandé ce qu'il voulait d'autre. Le pape du Saint-Empire se tourna nerveusement les doigts et dit qu'il y avait beaucoup de gens à Cilia qui avaient les cheveux blancs. Il a donc demandé des indices supplémentaires. La statue cria que le nouveau saint n'était pas vieux, puis leur dit de le retrouver rapidement et de l'amener à l'Empire. Papa a ouvert de grands yeux de peur et a dit qu'il le retrouverait certainement. Il s'est retourné et a crié fort si Aearn était là. Le garçon a couru et a demandé si papa l'avait appelé. Il tendit la main et cria à Aearn de préparer la délégation, car il se rendait à Cilia. Papa a pensé au nouveau saint. Avec regret, une voix derrière lui appela Yusung. J'ai regardé le garçon et je lui ai demandé « Que diriez-vous d'apprendre les épées du courage ?» Le protagoniste le regarda avec intérêt. Il a souri et a dit que plus Yusung savait se défendre, mieux c'était. Le protagoniste a mis sa main sur son menton et a pensé que c'était vrai. Il pensa à sa vie passée où il pourrait facilement obtenir ce dont il avait besoin dans cette vie. Il savait qu'il devait risquer sa vie pour chaque pomme. Yusung a fermé le livre et a dit qu'il voulait essayer de l'apprendre. Ce à quoi j'ai souri et leur ai demandé s'ils pouvaient commencer maintenant. Ils sont sortis, et le père a demandé pourquoi Yusung portait des lunettes. Ce à quoi le garçon répondit que c'était juste une habitude. Il tenait des épées en bois avec lesquelles il se battait. Elle a balancé son épée et a dit que Yusung se battait plutôt bien. Pour une première fois, il frappa l'épée du garçon et cria fort s'il le faisait trop facilement. Yusung sourit et dit qu'il avait déjà étudié le kendo. Avec un grand swing, le protagoniste a frappé les airs et a pensé qu'avec une telle vitesse, ils échangeraient simplement quelques coups. Il attendait avec impatience et pensait l'avoir vu. Le garçon portait l'épée derrière son dos. Ael le regarda avec surprise. Il regarda Yusung, qui était enveloppé de magie, et lui demanda quel était le problème. Voulait-il vraiment abandonner? Le protagoniste saisit fermement la poignée de l'épée et ne répondit rien. Il leva l'épée magique devant lui et dit qu'il changeait de stratégie. Ael se demandait avec inquiétude si c'était l'aura de l'épée. Yusung balança violemment son épée. Il pensait que cela devrait fonctionner. Il baissa brusquement l'arme et elle toucha presque le visage d'Ael. Le protagoniste balança l'épée dans toutes les directions tandis qu'Ael pensait que si cela continuait, il perdrait. Il voulait utiliser la magie et serra les dents, pensant qu'il n'avait pas le choix. Il attrapa fermement l'épée et pensa qu'il devrait utiliser son aura. Yusung regarda Ael avec surprise, qui émettait une lumière magique orange vif. Ael coupa brusquement son épée. Cela a frappé le protagoniste.
Yusung ne pouvait pas rester debout et commença à tomber tandis que son épée volait haut. Le protagoniste tomba lourdement au sol, gémissant de douleur. Ael regarda le garçon avec enthousiasme. Bégayant, il appela bruyamment Yusung. Après un moment sur le marché, les gens regardèrent le mlouk du vicomte et demandèrent s'ils appartenaient au service de renseignement de la guilde. Il y en avait beaucoup dans la rue, et tout le monde pensait que la guilde cherchait quelqu'un. Un type en manteau qui passait par là a entendu toutes les discussions. Il se retourna et s'avança. Le vicomte demanda si les domestiques avaient reçu quelque chose. Ils croisèrent les bras et demandèrent comment ils étaient censés rechercher une personne connaissant uniquement son âge et la couleur de ses cheveux. L'un d'eux a dit que cela l'irritait, parce qu'on le lui demandait tous les jours. L'homme au manteau est entré dans le bâtiment et les domestiques l'ont immédiatement remarqué. Le gars serra les dents et demanda s'ils avaient retrouvé quelque chose. Le domestique écarta la main et dit avec mécontentement qu'il était plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin. Après quoi, il a demandé comment ils étaient censés trouver un garçon aux cheveux gris de 15 ans. Le gars au manteau pensait que les serviteurs étaient inutiles. Le vicomte frappa violemment la table et cria fort pourquoi il n'avait rien trouvé. Le gars lui a présenté ses excuses. Le vicomte leva la main et demanda s'il pensait vraiment que Yusung était un gars ordinaire. Il a regardé le commandant et a crié que le gars était un saint et que si les gens découvraient qu'il l'avait maltraité. Il continua après un moment en disant qu'il y aurait une guerre parce que le Saint-Empire pourrait leur déclarer la guerre, cria-t-il en fronçant les sourcils. Il a crié pour que l'on retrouve cet homme le plus vite possible car il ne voulait pas que sa famille soit détruite. Le commandant a bégayé et a demandé aux serviteurs d'être plus diligents et a dit qu'il paierait n'importe quel montant. Le membre de la guilde d'information pensait qu'il devait trouver Yusung. Il s'est approché du commandant et lui a demandé s'il venait de lui dire le montant d'argent. Le gars sourit et appuya ses coudes sur la table, disant qu'il les aiderait dans leur recherche. Puis il ferma les yeux et sourit. Yusung regarda sa main coupée et gémit de douleur. Ael le regarda avec inquiétude et dit qu'il en avait exagéré. Alors il s'est excusé. Le protagoniste a souri et a dit que tout allait bien. Sen ouvrit grand les yeux, mourut et cria que le bras de Yusung était cassé. Elle a couru vers son fils et a crié que son os était cassé, puis elle a regardé Ael d'un air menaçant. Le protagoniste sourit et demanda s'il pouvait être guéri par magie. Sen voulait l'aider, mais le garçon a dit qu'il voulait essayer lui-même. Il regarda sa main et jeta un sort de guérison. Une aura verte brillante apparut autour de lui. Sen regarda son fils avec surprise. Yusung regarda son bras intact et dit que l'endroit où se trouvait la blessure semblait parfait. Sen a été surpris et a demandé comment cela était possible, après quoi il a répondu que selon sa femme, le gaz a échoué la dernière fois. Sen a dit avec embarras que Yusung avait ensuite abattu un cerf d'un seul coup et j'aurais pensé que c'était délicieux. Le protagoniste s'est gratté le menton et a pensé qu'il devrait s'expliquer à nouveau. Il ferma les yeux et dit qu'il avait quelque chose à dire à ses parents. Ils ont demandé ce qui n'allait pas, ce à quoi Yusung a voulu dire qui il était. Il baissa la tête avec confusion et dit qu'il n'était pas comme les autres. Il y eut un silence gênant entre eux. Adage. Sen sourit timidement et dit qu'il en soit ainsi puisque son fils l'a dit. Ael se pencha vers son oreille et commença à murmurer quelque chose. Sen regarda son fils et cria que ses parents le soutiendraient toujours. Elle posa sa main sur sa poitrine et dit que si Yusung ramenait à la maison une femme orque, ses parents ne s'en soucieraient pas tant qu'il était heureux. Le protagoniste a crié que c'était une déclaration étrange, même pour ceux qui n'avaient pas de préjugés. Après un certain temps, Sen réalisa que son fils faisait finalement référence à ses vaisseaux de mana. Yusung a déclaré qu'au lieu d'utiliser un cercle pour stocker le mana à l'intérieur de son corps, il utilise un flux infini de mana pur, naturellement formé avec les vaisseaux. Sen posa sa main sur son menton et dit que, puisque le mana pur est beaucoup plus fort que le mana raffiné, elle comprend maintenant pourquoi la magie de Yusung est si forte. Le protagoniste a dit cela lorsqu'il utilise la guérison sur quelqu'un qui ne peut pas résister au flux de mana pur. Il s'arrêta brusquement de parler et se souvint du cerf. Sen regarda son fils avec inquiétude et dit qu'elle savait qu'il était un génie, mais qu'il utilisait les techniques secrètes de leur famille. Ael a continué en disant qu'il valait mieux ne pas les utiliser du tout. Le sourire de Yusung disparut,
Et il pensa que ses parents avaient raison puisqu'ils ne pouvaient pas utiliser la magie pour sauver les gens ordinaires. Il devrait donc y réfléchir s'il veut les guérir à l'avenir. Il regarda ses parents inquiets. Le protagoniste a regardé sa main et a pensé qu'il avait besoin d'acquérir une expérience chirurgicale. Il regarda ses parents et leur dit qu'il reviendrait bientôt. Ayla a immédiatement demandé où il allait, ce à quoi Yusan a répondu qu'il voulait faire une petite promenade. Il pensait qu'il ne pouvait pas leur dire qu'il allait procéder à des opérations chirurgicales. Sen leva son index et dit à son fils de ne pas aller nulle part avec des inconnus. Ce à quoi il sourit et répondit qu'il n'était plus un enfant. Il a crié qu'il reviendrait bientôt, et il s'est enfui de la maison. 2 voyageurs traversèrent le village de Barlow et ont été surpris car il était plus grand qu'ils ne le pensaient. Un garçon s'est approché d'eux par derrière et les a appelés en leur disant qu'il voulait leur demander quelque chose. Le membre de la guilde de l'information a remis un dessin du garçon et a demandé si les voyageurs l'avaient vu. Le garçon répondit que le saint avait les cheveux blancs comme neige et les yeux bleus, et qu'il était incroyablement beau. Les voyageurs ont regardé le dessin et ont dit que le garçon était mauvais en dessin. Le garçon n'en pouvait plus et cria qu'il demandait simplement s'il l'avait vu ou non. L'homme a demandé comment il savait où se trouvait le garçon. Yo Sung, qui passait par là, je pensais que la rue était plus fréquentée qu'avant. Il regarda vers les voyageurs et se demanda si c'était parce qu'il y avait plus de monde dans le village. Le gars criait après les hommes, disant quelque chose à propos du vicomte. Les yeux du protagoniste s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il entendit son nom. Le gars a dit qu'il avait donné beaucoup d'argent pour retrouver le saint. Le voyageur a demandé pourquoi il s'intéressait à l'identité de cet enfant. Le gars a regardé devant lui et a dit qu'il semblait être quelqu'un de très important. Il a crié fort quand il a vu Yu Sung devant lui. Le protagoniste pensait qu'il cherchait quelqu'un parmi le vicomte. Serait-ce lui? Il a entendu des cris sur le côté. Le gars s'est approché le plus près possible de Yu Sung. Il fronça les sourcils et se pencha près de son visage. Il vit des cheveux blancs comme neige et des yeux bleus et pensa que c'était définitivement celui qu'il recherchait. Il a dit qu'il devait informer la guilde que le garçon avait été retrouvé. Il a souri et a dit qu'il n'était pas un étranger, mais membre de la guilde de l'information. Le gars regarda Yu Sung avec un sourire. Il a demandé si le garçon n'avait pas appris à ne pas aller nulle part avec des étrangers. Yu Sung roula des yeux et demanda s'il pensait que c'était bizarre qu'un étranger dise ça. Il a demandé si le vicomte le cherchait et a répondu qu'il devait encore surveiller son patient. Le garçon a demandé d'attendre un peu car il avait encore besoin d'appeler une voiture après un certain temps. Le garçon a demandé si cela dérangeait Yu Sung, s'il demandait quelque chose. Ils étaient assis dans la voiture et le membre de la guilde de l'information a demandé ce que le garçon voulait dire par patient s'il y avait quelqu'un de malade dans le vicomte. Yu Sung détourna le regard et dit au garçon de ne pas y prêter attention. Le protagoniste a souri largement et a demandé comment il allait maintenant. Le garçon se demanda avec enthousiasme si Yu Sung avait déjà été aussi fou. Le membre de la guilde de l'information a répondu qu'ils étaient déjà arrivés. Yu Sung est sorti de la voiture avec un sourire aux lèvres. Le domestique a crié fort, saluant les invités arrivés. Tous les serviteurs commencèrent à crier « Bienvenue, Seigneur Saint ». S'adressant à Yu Sung, il regarda les serviteurs s'incliner devant lui avec confusion. Il s'est pointé du doigt et a demandé avec enthousiasme s'il était le saint. Le garçon fronça les sourcils et ferma les yeux, disant qu'il devait se répéter encore une fois, mais qu'il n'était pas le saint qu'il recherchait. Il sourit maladroitement, assis à une table remplie de plats délicieux. L'homme frappa sa paume sur la table, demandant comment il pouvait parler ainsi de lui-même. Le vicomte pressa ses mains sur son cœur et ferma les yeux, disant qu'il avait sauvé sa vie et celle de sa famille. L'homme serra le poing et ouvrit de grands yeux, disant qu'une personne qui bénissait un roturier comme lui ne pouvait s'empêcher d'être un saint. Yu Sung porta sa paume à son front, disant que c'était un traitement normal. Il ne savait donc pas comment l'expliquer autrement. La femme sourit et joignit les mains devant elle, disant que le jeune maître ne pouvait nier qu'il était capable de redonner vie à leur famille mourante. Elle se tourna vers sa fille, lui demandant de saluer le maître. La jeune fille ouvrit légèrement les yeux. Elika croisa les mains devant elle et baissa les yeux avec embarras, demandant au maître de lui permettre de le remercier d'avoir sauvé son père. Les yeux de Yu Sung s'écarquillèrent lorsqu'il vit Elika. Il sourit et mit ses mains derrière sa tête,
lui demandant si c'était elle qui se demandait pourquoi elle l'avait amené ici en premier lieu. Le vicomte est là et sa femme écarquille les yeux en regardant leur fille. L'homme fronça les sourcils, criant qu'il l'avait mal élevée. Elika ferma les yeux et fronça les sourcils. Le vicomte raconta qu'il lui avait toujours appris à s'excuser pour ses erreurs. Les yeux du protagoniste s'écarquillèrent et il sourit maladroitement. L'homme lui a dit de s'excuser immédiatement auprès du maître. Yusung fronça les sourcils et mit ses mains devant lui, disant que c'était juste une blague. Le garçon s'est gratté l'arrière de la tête, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez eux. Après tout, il leur a dit qu'il n'était pas un saint. Le garçon détourna le regard, demandant où était l'homme qui l'accompagnait. La servante haussa les sourcils, disant qu'elle n'en était pas sûre, mais qu'il semblait qu'il était pressé. Le héros courut rapidement, pensant qu'il était tout simplement incroyable que ce gamin soit réellement un saint. Le garçon posa la main devant lui et continua de courir. Le membre de la guilde de l'information haussa les sourcils et sourit. Pensant qu'il s'agissait d'informations extrêmement précieuses, il devait donc en informer immédiatement la guilde. Le héros courut en avant, entouré de grands arbres aux cimes vertes. Yusung fronça les sourcils, en espérant que rien de grave n'arrive. L'homme versa du thé dans une tasse blanche et demanda au héros comment était la nourriture. Le garçon a dit que tout allait bien. Le vicomte ferma les yeux et sourit, disant qu'ils essayaient de s'assurer qu'il aimait la nourriture. Il était très heureux que le garçon soit satisfait. Yusung ramassa la tasse et sourit, disant qu'il ne pensait pas pouvoir un jour goûter à nouveau quelque chose comme ça. L'homme était reconnaissant pour un si grand éloge, mais il voulait noter qu'il ne devait pas s'inquiéter, car dans le Saint-Empire, il mangeait ainsi tous les jours. Le protagoniste porta la tasse à sa bouche. Il haussa les sourcils et ouvrit brusquement les yeux, demandant de quoi l'homme parlait. Le vicomte haussa les sourcils de surprise, demandant s'il n'était pas déjà au courant. Il sourit largement, disant qu'il avait été informé que la délégation du Saint-Empire était déjà là et se préparait, se préparant à reconduire le garçon. Yusung sauta de son siège et ouvrit grand les yeux, demandant comment il savait qu'il était ici. L'homme a reculé, affirmant qu'il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles le pape aurait reçu des révélations. Le garçon fronça les sourcils et se montra du doigt, demandant quel genre de révélation il avait reçu là-bas, s'il avait besoin d'un héros. Le vicomte comprit ce que demandait le garçon. Le Saint-Empire était un royaume béni par Dieu, et, en cas de besoin, il envoyait des révélations aux saints. Il imaginait une haute tour, puissance d'un bâtiment lumineux. Le héros demanda si Dieu parlait réellement directement aux gens, ce à quoi le vicomte répondit que ce n'était pas tout à fait vrai. Il a plutôt mis un marqueur apparu dans les rêves de quelqu'un. Des rayons de soleil pénétraient dans la pièce par la fenêtre. Le vicomte avait entendu des histoires selon lesquelles quiconque était un saint était suivi partout par un rayon de lumière. Il imaginait un héros vêtu d'un manteau sombre sur lequel tombait un faisceau de lumière brillant. Les gens qui l'entouraient l'appelaient un nouveau saint. Le garçon se demanda de quel genre de lumière il s'agissait. Yusan posa ses mains sur la table, demandant ce qui allait lui arriver maintenant. Le vicomte étendit les bras sur les côtés, disant qu'il irait bien sûr au Saint-Empire. Il en félicita le jeune maître. Le protagoniste fronça les sourcils et ouvrit grand la bouche. Il faisait sombre. Le clair de lune tombait sur la maison blanche au toit sombre. Le protagoniste a demandé ce qui se passait à Yusan. Maintenant, saine d'esprit, elle haussa les sourcils, disant qu'il n'avait pas quitté sa chambre depuis longtemps, peut-être qu'il était fatigué. Ael sourit, disant qu'il devrait peut-être le laisser se reposer un moment. Le jeune homme était tristement allongé sur le lit, fronçant les sourcils et réfléchissant à quel genre de révélation il s'agissait du Saint-Empire. Il y avait une flaque d'eau sous sa tête sur le lit. Il pensait qu'il voulait juste vivre sa seconde vie en paix dans ce monde fantastique. La pleine lune brillait au-dessus des branches sombres des arbres, au-dessus de la forteresse de Silla en briques claires. Il y avait un ciel bleu avec des nuages blancs flottant dessus. La jeune fille a demandé si son interlocuteur savait qui était l'homme qui résidait dans le bâtiment isolé. Elle a demandé à parler de lui. Dans le couloir, il y avait de grands piliers blancs. Au sol, il y avait un tapis rouge. La servante baissa la tête, disant qu'elle avait entendu dire que c'était un saint du Saint-Empire de Gaïa. La jeune fille qui se tenait à côté d'elle lui demanda si un saint était enfin arrivé dans leur royaume.
Elle était curieuse de savoir à quoi elle ressemblait, car on disait qu'elle avait reçu sa bénédiction dans sa jeunesse. La servante qui se tenait à côté d'elle remarqua qu'elle en avait également entendu parler. Sur son dos, il y avait un nœud blanc noué. On disait qu'elle avait de longs cheveux qui lui tombaient dans le dos et des yeux comme des diamants roses. Ils imaginaient des mèches de longs cheveux noirs entourés de diamants rouges et de colliers de perles. La jeune fille s'avança, disant que les gens la trouvaient si belle qu'elle semblait constamment éclairée par un rayon de lumière. Son interlocuteur a noté que c'était très intéressant. Les servantes s'avancèrent, continuant à discuter si elles pourraient voir le nouveau saint. Le héros demanda s'il pouvait entrer. La dame qui se tenait à la fenêtre nouvellement consacrée le lui permit. Ses longs cheveux lui tombaient dans le dos. La jeune fille s'avança. Ses chaussures apparurent derrière la porte. Le gars a dit que la célébration allait bientôt commencer. La dame ouvrit légèrement la bouche, disant qu'il n'y avait aucun passage. Sur son cou se trouvait un ornement en or, avec un rubis au centre. Le gars joignit les mains devant lui et haussa les sourcils, disant que si elle était prête, alors il pourrait le commencer. La fille a dit qu'elle le serait maintenant. Une lumière vive illumina son corps. Ses cheveux étaient tressés pour former une belle coiffure. Sainte Iriel du Saint-Empire de Gaïa haussa les sourcils en demandant des informations sur la sainte. Elle a demandé. Le garçon s'est approché et a dit qu'il avait de bonnes nouvelles. Tenant un linge blanc dans ses mains, le héros posa la main sur son épaule et s'approcha. La jeune fille haussa les sourcils de surprise. Un sourire apparut sur son visage. Iriel écarquilla les yeux et haussa les sourcils, pensant que quelqu'un qui pouvait la comprendre était enfin apparu. Au-dessus du phare au toit sombre, il y avait un ciel bleu éclatant. Des nuages flottaient lentement dessus. Le protagoniste fronça les sourcils, les joues enfoncées. Il lui saisit la tête avec ses mains. Le gars pensait qu'il ne pouvait penser à rien, peu importe tous ses efforts, et que si le Saint-Empire le trouvait, alors tout serait fini. Yusung serra les dents et pressa sa main sur son front, s'imaginant comme un saint vêtu d'une robe blanche. Il pensait que sa seconde vie, qui aurait dû être calme, serait plus difficile que la précédente. Il devrait prier et adorer un Dieu qu'il n'a même pas connu pour le reste de sa vie. Sen haussa les sourcils, lui demandant s'il allait bien. Le protagoniste écarquilla les yeux et cria, disant que cela ne pouvait pas être le cas. Il se demandait s'il devait en parler à ses parents et s'enfuir avec eux. L'homme et la femme se figèrent sur place, ils fronçaient tristement les sourcils. Le jeune homme se tourna et les regarda avec inquiétude, pensant que rien ne marcherait parce qu'il n'avait nulle part où s'enfuir. Il serra le poing, pensant que peu importe combien il courait, le Saint-Empire le chercherait jusqu'au bout. Les parents regardèrent leur fils avec inquiétude. La femme ouvrit la bouche en disant qu'il se comportait bizarrement depuis la nuit dernière. Peut-être que quelque chose était arrivé. Yusan fronça tristement les sourcils et détourna le regard. Le protagoniste s'est levé d'un bond et a couru en avant, disant qu'il reviendrait bientôt. Sen ouvrit grand les yeux, lui demandant d'arrêter. Les parents se figèrent sur place. La femme a dit que quelque chose lui arrivait définitivement. Il y avait un ciel bleu derrière les hautes montagnes. La petite ville était entourée d'une forteresse en pierre. Le héros a demandé si cette information était vraie, car le Saint-Empire recherchait ce type depuis longtemps. À côté du membre de la guilde d'information se trouvait un héros aux cheveux noirs. Il se tenait près d'une clôture en pierre. Le gars a regardé le papier dans la main de l'autre homme, en pensant au saint. Sur le papier était dessiné un héros aux yeux bleus vifs. Le gars fronça les sourcils, disant que l'homme pouvait lui faire entièrement confiance, car il était le premier qu'il partageait avec lui-même. L'homme sourit en disant qu'il le savait. Il avait déjà vendu cette information au Saint-Empire. Il ne restait donc plus qu'à déterminer où vivait ce saint, car le gars devinait qu'il le cherchait à la périphérie de la ville, puisqu'un saint d'une classe inférieure pouvait éventuellement se trouver dans ce quartier. Les rayons du soleil éclatants tombaient sur les bâtiments situés à l'intérieur de la forteresse de pierre. L'homme haussa les sourcils et se frotta les doigts. Imaginer des pièces d'or tombant du ciel et dire que, contrairement à elle, tout le monde fouillerait aveuglément le village. Cette information était donc importante. Il gagnerait du temps. Le gars détourna le regard. C'est convenu. Il reviendrait lorsque le Saint-Empire perd. Il regarda silencieusement au loin, regardant la forêt verte et dense. L'homme regarda le héros pensif, lui demandant à quoi il pensait.
Le garçon pointa son doigt vers l'avant, lui demandant s'il avait exploré cette forêt. L'homme fronça les sourcils et ouvrit grand la bouche, répétant sa question. Le garçon haussa les sourcils, disant qu'il l'avait dit. Il demanda si ce n'était pas un endroit idéal pour cacher un sein. L'homme fronça les sourcils et imagina l'image d'un elfe avec un nœud sur le dos. A dit qu'il serait mort là-bas. Il regarda dans la même direction que le garçon, disant qu'il savait qu'il détestait les étrangers. Le membre de la guilde de l'information fronça les sourcils, disant qu'il y avait un domaine où il n'était pas présent. Il y avait un ciel bleu éclatant au-dessus de la ville et des forêts denses entouraient la forteresse. Une lumière vive tomba sur une branche d'arbre aux feuilles vertes. Les arbres étaient situés les uns à côté des autres. Des fleurs blanches poussaient devant, des particules brillantes volaient devant les feuilles vert foncé. Le protagoniste s'avança. La cime dense des arbres le bloquait du soleil, pensant qu'il serait capable de penser à quelque chose s'il se promenait. Les branches d'un arbre aux feuilles sombres se sont penchées. Busung se frotta pensivement le menton, pensant qu'il ne savait pas comment éviter leur chasse. Le garçon fronça les sourcils et ouvrit de grands yeux, disant que s'enfuir était la seule option. Il a regardé vers l'avenir, affirmant que si tel était le cas, il devrait alors fuir pour le reste de sa vie, dont il ne voulait pas. Le garçon s'assit sur une grosse pierre, disant qu'il avait besoin de se vider la tête. Les yeux du protagoniste s'ouvrirent grands. Il sauta de son siège et serra les poings. Le garçon regarda le chemin qui menait plus profondément dans la forêt sombre et pensa que quelque chose approchait. Yusung fronça les sourcils, supposant qu'il s'agissait de gens du Saint-Empire. Le bruit derrière les grands arbres continuait. Il y avait un ciel bleu au-dessus de la forêt. Le garçon fronça les sourcils, pensant qu'il ne ressentait plus la présence. Il regarda sur le côté et entendit une voix qui appelait l'homme. Le garçon serra les poings plus fort, écoutant le son étrange. Il commença à faire sombre. Une énergie sombre est apparue devant le tronc de l'arbre, lui demandant s'il était un homme. Yusung ouvrit de grands yeux et haussa les sourcils de surprise. L'énergie sombre s'éloigna du tronc d'arbre, demandant ce que le petit homme faisait ici. Le garçon ferma les yeux et sourit maladroitement, disant qu'il se reposait juste. Le héros pensait que c'était l'esprit de la forêt ou quelqu'un d'autre. Un autre caillot d'énergie est apparu à côté du tronc d'arbre. Les voix demandaient au garçon de partir d'ici, parce que c'était leur territoire. Yusung ferma les yeux et posa ses mains sur une grosse pierre disant que tout serait fait. Il a demandé à le laisser s'asseoir 1 minute. L'énergie sombre répétait encore une fois qu'il devait partir maintenant. Il faisait sombre à côté du tronc d'arbre. Le protagoniste fronça les sourcils. Le garçon se gratta la tête, disant que d'abord le Saint-Empire, maintenant ça. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde ne pouvait pas le laisser tranquille. Yusung pointa son doigt vers l'avant et fronça les sourcils, disant qu'il partirait comme il le demandait, mais il voulait d'abord regarder leur visage. Le héros se figea la main tendue. Des particules brillantes sont apparues dans l'air. Le garçon fronça les sourcils et s'assit sur un rocher, disant qu'il pouvait rester ici. Il s'en fichait. Un flux de lumière brillant est apparu devant le tronc de l'arbre. Une voix menaçante lui dit de partir immédiatement. Yusung s'allongea sur le rocher et mit ses mains derrière sa tête, disant qu'il s'en fichait. Une silhouette d'elfe était visible derrière le tronc d'arbre. Elle lui a demandé de ne pas dire plus tard qu'elle ne l'avait pas prévenu. Le protagoniste fronça les sourcils et ouvrit la bouche, demandant « Pensent-ils vraiment qu'ils ont le droit de me mettre dehors sans montrer leur visage ?» Il y eut un bruit à côté du gars allongé sur le rocher, les jambes croisées. L'elfe, dont les yeux brillaient de 1000 feux, lui tendit la main. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Il tendit la main devant lui pour repousser l'attaque. Un flash bleu vif apparut entre les héros. La jeune fille retomba parfaitement sur ses pieds. Le garçon se figea sur place, pensant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle attaque si soudainement. Yusan fronça les sourcils et sourit, pensant que si son mana n'avait pas été activé, tout se serait mal terminé. Il écarquilla les yeux et haussa les sourcils de surprise. La jeune fille baissa la main. Ses doigts fins étaient visibles sous la manche fendue. Elle avait de longues oreilles elfiques. Devant lui se tenait une fille. Ses sourcils se froncèrent, montrant du mécontentement, et ses mains serraient les poings. Le garçon réalisa qu'elle était une elfe. Le protagoniste fut surpris de rencontrer un elfe dans un tel endroit. Il fronça les sourcils en la regardant. La jeune fille regarda l'énergie lumineuse autour de sa paume,
disant qu'il avait réussi à bloquer son mana, ce qui signifiait qu'il n'était pas une personne ordinaire. L'elfe fronça les sourcils et serra le poing, le regardant sous ses sourcils. Le jeune homme sourit et se gratta l'arrière de la tête en disant que c'était ainsi. Elle a avancé ses mains en disant que dans ce cas, il ne pouvait plus rester ici. La jeune fille leva la main au-dessus de sa tête. Il y avait une énergie lumineuse dans sa paume. Yusun mit ses mains devant lui et serra les dents. Une explosion lumineuse a été entendue au milieu de la forêt. L'elfe était assis par terre, en l'appuyant contre le tronc d'un arbre et en se frottant l'arrière de la tête. Elle ouvrit grand les yeux, voyant un homme indemne devant elle. La fille fronça les sourcils, en supposant qu'il appartenait à une race forte. Le personnage principal a haussé les sourcils et ses yeux se sont écarquillés, demandant ce que cela signifiait. L'elfe fronça les sourcils et tendit la main devant elle, disant qu'elle avait changé d'avis pour que l'humain puisse rester dans la forêt. Le garçon fronça maladroitement les sourcils et sourit, pointant derrière lui avec son pouce, disant qu'il pouvait partir. La jeune fille fronça les sourcils, disant qu'ils respectèrent l'effort. C'était la règle des elfes de la forêt de Grandal. Elle lui tendit la main, l'invitant dans leur village. Le garçon serra les dents et ouvrit de grands yeux, pensant qu'il y avait un village d'elfes dans cette forêt. Il regarda l'elfe qui lui tendait la main, pensant que même si elle avait attaqué la première, il ne pensait pas qu'elle était une mauvaise elfe. Le héros se demanda s'il devait y aller. Yusan haussa les sourcils et sourit, approuvant sa proposition et lui demandant de promettre qu'elle ne l'attaquerait plus. Le papillon déploya largement ses ailes, se rapprochant des feuilles vertes. Le jeune homme suivit la jeune fille en disant qu'il avait oublié de lui demander son nom. Elle s'appelait Fia, de la tribu de Grandel Forest. La jeune fille regarda devant elle. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent de surprise. Yusan posa pensivement son doigt sur sa bouche et leva les yeux, disant que c'était un beau nom. Fia se retourna et lui lança un regard noir, lui demandant ce qu'il venait de dire. Elle se détourna, embarrassée, le visage rougissant. Elle a dit que c'était un nom. Le gars sourit maladroitement et se frotta l'arrière de la tête. C'est présenté. L'elfe attendait avec impatience, disant qu'ils étaient arrivés. Le héros se rapprocha de la fille arrêtée. Ses yeux s'écarquillèrent, surpris par ce qu'il a vu. Une petite colonie apparut devant lui. Des passages étaient faits entre les troncs d'arbres. De petites maisons étaient situées aux racines. Il se demanda si c'était vraiment un village elfique. Yusun ouvrit la bouche de surprise et haussa les sourcils, pensant qu'il n'était jamais venu ici auparavant. Le héros ne pouvait pas croire que c'était réellement à l'intérieur de la forêt. Le gars fronça les sourcils. Les elfes se tenaient à l'écart, surpris par l'arrivée de l'homme. Ils en discutèrent de plus en plus fort et demandèrent pourquoi Fiat les avait fait venir. La jeune fille s'arrêta sur place. Le garçon se tenait derrière elle. Le protagoniste fronça tristement les sourcils, pensant qu'il était observé, mais il s'y attendait. Silly haussa les sourcils et courut plus près, voyant que Fia était revenue. Elle regarda le jeune homme derrière elle. Qui était cet enfant humain? L'elfe croisa les bras, disant qu'il était une sorte d'assistant. Il lui semblait bien, alors elle l'a amené ici. Les elfes entourèrent le jeune homme. Silly haussa les sourcils, remarquant que Fia l'appelait son assistant. Mais il semblait qu'il ne pouvait même pas se protéger. La fille a dit qu'elle le pensait aussi. Elle a essayé de le chasser, mais rien n'a fonctionné. Il était plus fort qu'elle ne le pensait. Fia se souvint de leur bataille dans la forêt. Silly fronça les sourcils avec inquiétude, disant qu'il était impossible que ses attaques ne fonctionnent pas. La fille fronça les sourcils, disant qu'elle avait essayé de savoir s'il appartenait à une race forte, mais qu'elle ne pensait pas que ce soit le cas. Silly haussa les sourcils, regardant le garçon dans la foule des elfes et disant que c'était vrai. Fia haussa les sourcils, demandant comment était la flèche du Seigneur. La jeune fille leva la tête et regarda la maison au sommet de l'arbre. Parmi les branches de l'arbre se dressait une maison blanche au toit bleu. Silly haussa les sourcils, disant qu'elle n'était pas encore réveillée. Fia leva la tête en disant qu'elle l'avait vue. La jeune fille tourna la tête vers Fia, disant que l'aînée la cherchait. L'elfe a dit qu'elle irait la voir tout de suite. Elle s'est retournée, appelant Yusan à la suivre. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Le héros s'approcha, disant qu'il savait que les elfes se méfièrent des étrangers, mais pas de lui. Le garçon a demandé si c'était vrai. Fia fronça les sourcils, disant que c'était vrai. Après tout, c'est elle qui l'a amené ici. Le garçon haussa les sourcils, la regardant partir,
et pensant que c'était sa façon de dire qu'elle était une personne de confiance. Les héros marchaient le long de la véranda d'une maison lumineuse. Une fille est entrée par la porte. L'elfe fronça les sourcils, disant à l'aîné que c'était fille. La femme ferma les yeux et sourit, ouvrant la porte et l'invitant à entrer. Elle a déplacé sa main sur le côté, disant que beaucoup de temps s'était écoulé avant qu'ils puissent entrer. Fia a demandé si tout allait bien pour l'aîné. La femme ferma les yeux, répondant que tout allait bien. Le jeune homme haussa les sourcils et ouvrit de grands yeux. L'aîné a demandé si c'était un enfant humain. Fia fronça les sourcils, disant qu'elle l'avait amené ici parce qu'elle pensait qu'il serait d'une bonne aide. Yusan fronça les sourcils et serra les dents, lui demandant d'attendre car il n'avait pas dit qu'il serait assistant, ou quelque chose comme ça. Le héros posa sa tasse de thé sur la soucoupe. Fia se tourna vers lui et leva son index, disant que s'il devenait l'un d'entre eux, il obtiendrait de nombreux avantages. Premièrement, il serait considéré à tout moment comme l'ami d'un elfe. Le protagoniste fronça les sourcils et la regarda en disant qu'il n'en avait pas besoin. L'aîné haussa les sourcils, disant qu'elle avait appelé Fia aujourd'hui parce qu'elle voulait lui dire quelque chose. Elle demanda si la fille pouvait garder le secret envers les autres elfes. Les yeux de l'elfe s'écarquillèrent et haussèrent les sourcils. Fia fronça les sourcils, disant que l'aîné pouvait compter sur elle. La femme regarda le jeune homme et demanda à l'enfant humain de sortir un moment. Le garçon haussa les sourcils. Les rayons du soleil éclatant tombaient sur le bâtiment. Yusan appuya ses mains sur la balustrade en bois et détourna le regard, disant qu'ils devraient sortir et rentrer quand ils le veulent. Il regarda d'en haut, pensant au Saint-Empire et à l'assistant des elfes. Sa vie est pleine de hauts et de bas. Le protagoniste pinça nerveusement les lèvres et fronça les sourcils. Au pied du Saint-Empire, des vagues bleues battaient, se transformant en écume. Il y avait un ciel clair au-dessus des bâtiments. La jeune fille demanda s'il y avait des nouvelles du saint. Le héros a dit qu'il était désolé. Le gars joignit les mains devant lui et ferma les yeux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas encore de nouvelles parce que trouver le saint était la volonté de Dieu. Uriel les regarda et haussa les sourcils, a demandé si cela signifiait qu'ils étaient si paresseux qu'ils ne pouvaient pas le trouver. Les gars ont fermé les yeux et ont dit à l'unanimité que ce n'était pas le cas parce qu'ils faisaient de gros efforts. La jeune fille ne les quittait pas des yeux, disant que même s'ils essayaient, il n'y avait pas encore de résultat. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et comme il n'y a eu aucun résultat, ils étaient inutiles. Les héros inclinèrent la tête devant Saint-Iriel, lui demandant d'attendre encore un peu. Ils le retrouveraient certainement. La jeune fille les regardait avec désintérêt. Fronçant les sourcils, elle dit qu'elle leur ferait à nouveau confiance. Les garçons en robe blanche ouvrirent grand les yeux. Yuri ferma les yeux et se détourna, disant que sa patience était loin d'être illimitée, tout comme celle de Dieu, alors elle espérait qu'il tiendrait mot parole. Un grand arbre vert était visible, tandis que quelqu'un criait fort qu'Aira était en train de mourir à cause de Mana. L'aîné ferma les yeux et dit que la respiration d'Aira s'était calmée et que cela pouvait être soit un signe qu'elle était guérie, soit qu'elle était au bord de la vie ou de la mort et que la jeune fille ne se réveillait pas. Fia ouvrit la bouche sous le choc. La porte en bois s'ouvrit. Fia ferma les yeux et soupira profondément. Elle leva les yeux. Une petite maison a été construite sur l'arbre. Yusung regarda la jeune fille, lui demandant si quelqu'un dans cette maison était malade, et Fia hocha la tête, répondant que c'était assez grave. Soudain, elle se tourna brusquement vers le protagoniste, lui demandant s'il avait tout entendu, et Yusung répondit qu'il ne voulait pas écouter aux portes. Le protagoniste mit ses mains dans ses poches et détourna le regard. Teia sourit et fut surprise que Yusung soit inquiet car les humains et les elfes appartiennent à des espèces différentes. Le protagoniste la regarda droit dans les yeux et répondit qu'ils étaient effectivement différents et lui demanda pourquoi les humains essayaient d'étudier les elfes alors qu'ils ne pouvaient même pas comprendre les gens qui les entouraient. Yusung agrippa la balustrade. Il releva la tête et ajouta que cela ne voulait pas dire qu'il ne s'inquiétait pas d'une autre créature, car en fin de compte, c'était à lui de décider de qui s'inquiéter. Même si cette créature était différente de son espèce. La bouche de Fia s'ouvrit de surprise. Des branches vertes étaient visibles au-dessus du toit de la maison. L'elfe regarda Yusung. Le protagoniste ferma les yeux et but une gorgée de sa tasse.
Les oreilles de Fia se baissèrent d'embarras. Elle transpirait et fronçait les sourcils. La fille a mis ses mains sur son visage. Ne comprenant pas ce qui lui arrivait, et Yosan a dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Fia fronça les sourcils, et le protagoniste lui demanda s'il était vrai que Aira était en train de mourir. Yosan regarda attentivement l'elfe et lui demanda s'il pouvait essayer de la guérir. Fia ouvrit la bouche sous le choc de ces mots. Le protagoniste appuya ses coudes sur ses jambes et expliqua qu'il voulait aider les malades, quelle que soit leur espèce. Fia fronça les sourcils et demanda avec agacement pourquoi Yosan pensait pouvoir gérer ça. Le protagoniste ferma les yeux et répondit qu'il ne pouvait pas garantir qu'il pourrait guérir Aira, mais il représentait quand même une belle opportunité pour les elfes. Fia a transpiré et a dit à Yosan d'arrêter de dire des bêtises. Le protagoniste la regarda silencieusement. Il se détourna et soupira de fatigue. Yosan leva la main, émettant un faisceau de lumière bleue. Teia a sorti son épée, criant de peur. Le protagoniste a saisi la poutre. Cela lui transperça les jambes et le sang jaillit. Yosan ferma les yeux et poussa un cri de douleur. Teia jeta l'épée de côté et cria, demandant ce que faisait le protagoniste. Le protagoniste a touché sa jambe, qui avait une grande blessure, et la jeune fille demanda ce qu'elle devait faire. Elle ouvrit la bouche sous le choc lorsque Yosan créa une lueur brillante en utilisant le pouvoir de guérison. Un vortex bleu apparut autour d'eux. Fia leva les yeux, elle reconnut le mana. Le protagoniste porta ses mains à la blessure. Créant une lueur verte, il serra les dents de douleur. Les elfes se retournèrent, demandant ce qui se passait. Il y avait un vortex bleu de mana autour de la cabane dans les arbres. Yosan fronça les sourcils, baissant les yeux. La blessure à la jambe a disparu. Fia transpirait sous le choc. Le protagoniste se leva et dit que s'il y avait quelqu'un qui pouvait aider cet elfe, c'était très probablement lui. Yosun fronça sérieusement les sourcils. L'aînée, dont les yeux étaient refermés, a dit qu'elle ne pouvait pas le permettre. Fia fronça les sourcils, demandant pourquoi, et la femme répondit que cela serait considéré comme un signe de grand manque de respect envers Aira. L'aînée a présenté Aira et a déclaré qu'elle était l'objet de l'adoration de tous, et que même dans un bon but, il n'était pas permis d'utiliser des méthodes non testées sur elle. L'aînée leva la main, empêchant Fia de dire autre chose. Elle ouvrit les yeux et leur ordonna de partir. Fia fronça les sourcils et baissa les yeux. Le protagoniste croisa les bras, se demandant s'il était utile d'adorer Aira si elle allait mourir de toute façon. Le tronc de l'arbre était entouré de feuilles vertes. Fia a posé ses mains sur sa taille et s'est excusée auprès de Yusung de n'avoir rien à voir avec cela. La jeune fille sourit et dit qu'elle avait espéré avoir une chance. Le protagoniste sourit et dit à Fia de ne pas s'énerver car cette situation pourrait très bien se résoudre d'elle-même. L'elfe baissa les yeux et sourit timidement. Elle fronça les sourcils lorsque Yusung lui demanda s'il pouvait venir ici de temps en temps. La jeune fille hocha la tête et dit qu'il pouvait rester dans le village en toute sécurité, puisqu'il semblait qu'il avait déjà réussi à gagner la faveur des autres elfes. Yusung sourit et la remercia. Les yeux de Fia s'écarquillèrent de surprise lorsque le protagoniste lui dit qu'il était temps pour lui de partir. Il ferma les yeux et expliqua en souriant qu'il avait encore des choses à faire. Il se détourna et agita la main, disant qu'il reviendrait demain. Donc Fia ne devrait pas être contrariée. La fille croisa les bras, lui demandant pourquoi il pensait qu'elle était bouleversée, et Yusung lui dit au revoir. Fia sourit et soupira en le regardant partir. Le protagoniste s'enfonça plus profondément dans la forêt. Les joues de l'elfe rougirent légèrement. Elle s'est détournée. Le protagoniste courut rapidement sur le côté. Il portait des bottes marron. Yusung regarda la rivière, sur lequel il y avait un pont en bois. Le protagoniste a posé la main sur un arbre. Il y avait une maison construite sur l'arbre. Yusung fronça les sourcils et pensa qu'il ne pouvait pas abandonner le patient sans essayer toutes les options. Il posa la main sur la poignée de la porte. Le protagoniste entra dans le jardin et trouva celui-ci très spacieux. Il ouvrit la bouche sous le choc et pensa qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un ordre ordinaire dans la maison. Yusung ouvrit soigneusement la grande porte. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Au loin, quelqu'un gisait dans un cercueil en verre. Les yeux d'Aira étaient fermés. Les mains de la jeune fille étaient sur son ventre. Elle portait une robe blanche qui exposait ses jambes. Les cheveux longs d'Aira traînaient. Buzung ouvrit la bouche de surprise, en regardant l'elfe. Il s'est giflé et a dit qu'il comprenait maintenant ce que signifiait être attaché à la beauté. Le protagoniste s'est dit de se concentrer et de ne pas perdre son sang-froid.
Il toucha le poignet d'Aira. Yusung se pencha vers son visage, écoutant sa respiration. Debout à côté de la malade, la protagoniste a conclu que son pouls et sa respiration étaient normaux et que tout le reste devait être vérifié. Yusung toucha la paume de la fille. Sa main commença à émettre une lueur bleue et il pensa utiliser du mana pour regarder à l'intérieur. Les artères à l'intérieur du corps d'Aira sont devenues bleues à cause de l'afflux de mana. Le protagoniste fronça les sourcils et pensa que le corps allait également bien. Il doutait que l'elfe soit vraiment au bord de la vie ou de la mort. Il se toucha la tête, indigné de ne pouvoir rien faire. De la fumée violette était visible. Yusung fronça les sourcils tendus et transpira. Remarquez quelque chose. Le corps d'Aira émettait une brume violette qui avait une odeur âcre. Le protagoniste a tourné l'elfe sur le côté. Il y avait des escarres colorées sur le dos d'Aira. Yusung serra les dents, ne comprenant pas comment les autres elfes n'avaient pas pensé à vérifier le corps pendant tout ce temps, parce que cela ne ressemblait pas à l'adoration dont parlait l'aîné. Aira était allongée sur le côté. Le protagoniste a déclaré qu'il manquait de désinfectant. Soudain, Yusung se figea, regardant droit devant lui. Un lac était visible au loin. Le protagoniste tenait dans ses mains une tasse tissée à partir de feuilles. Il s'assit et puisa l'eau du lac. Yusung tendit la main vers l'eau et utilisa le pouvoir de guérison. Le protagoniste leva ses mains brillantes et pensa qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait se dépêcher car il était dangereux d'utiliser directement la magie de guérison. Buzan plaça sa main dans le bol. Il apporta sa paume à Aira, rappelant les paroles de l'aîné selon lesquelles cet elfe était l'objet de l'adoration de tous. Le protagoniste se souvient de la façon dont la femme avait fermé les yeux, disant qu'il ne devrait pas expérimenter car il y avait un risque qu'Aira meure. Le protagoniste fronça les sourcils et espéra qu'il ne serait pas puni pour avoir touché une créature sacrée. Le dos de l'elfe était touché par de graves escarres. Yusan soupira et pensa que les elfes qui n'avaient rien fait et avaient abandonné Aira dans un tel état n'avaient pas le droit de s'opposer à lui. Il posa la main sur le corps de l'elfe. Yusan se tenait à la surface sur laquelle elle gisait. Le ciel était orange. Le protagoniste, qui tenait un tissu blanc à la main, s'est retourné et a été surpris que le coucher du soleil soit déjà venu. Il regarda Aira et pensa que c'était le mieux qu'il pouvait faire. Mais il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Yusan fronça les sourcils et dit qu'il reviendrait demain. Il y avait un ciel bleu au-dessus du palais. Les hommes portant le même uniforme transpiraient, disant qu'ils recevraient bientôt des nouvelles de l'équipe de recherche et qu'ils cherchaient dans tout le royaume. Ce n'était donc qu'une question de temps. Uriel, qui était assise sur le trône, répondit qu'il savait déjà qu'elle n'avait pas l'intention de le tolérer. La fille a demandé s'il la testait maintenant. Les hommes tremblèrent de peur et commencèrent à s'excuser. La jeune fille s'appuya contre le trône. Elle a ajusté ses cheveux longs et a dit qu'elle ne pouvait plus faire confiance à leurs paroles. Iriel détourna le regard et ajouta qu'elle devrait prendre les choses en main. Le protagoniste s'essuya le front avec sa soupirant avec lassitude. Il y avait des cicatrices sur le dos d'Aira et Yusan a dit que tout devrait guérir d'ici la semaine prochaine. Le protagoniste a caché l'elfe. Il a continué à se faufiler chez elle et à prendre soin d'elle. Sur le sol, il y avait un bol d'eau purifiée avec lequel Yusan lavait d'abord le corps d'Aira, puis pétrissait les muscles raides. Il y avait une pile de livres sur la table. Le protagoniste étudiait les informations de la bibliothèque de Aira pendant son temps libre. Yusan était assis par terre, souriant, regardant les images du livre. Les yeux de l'elfe étaient fermés. Le protagoniste pensait qu'à chaque fois qu'il se tournait vers elle, il ne recevait pas de réponse. Mais malgré cela, il lui a tout dit. Yusan était assis par terre, entouré de livres. Il raconta à Aira ce qu'il avait vu en chemin ou ce qui était arrivé à Fia, même les petites choses les plus insignifiantes qui lui venaient à l'esprit. Le soleil jaune brillait de 1000 feux et un mois passa. Le protagoniste entra dans la pièce et dit à Aira qu'il était de retour. Yusung a souri et a dit que Fia avait un jour de congé aujourd'hui et qu'il avait pris le thé avec elle. Il y avait de la fumée violette autour du corps de l'elfe. Les yeux du protagoniste s'écarquillèrent sous le choc. Il courut immédiatement vers Aira. Yusung fronça les sourcils et cria que sa respiration était devenue lourde. Aira ouvrit légèrement les yeux et le protagoniste dit que sa taille était devenue rare. Yusung se pencha sur l'elfe
disant qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Il s'est retourné et a demandé où se trouvait le respirateur. Yu-sung saisit le tissu blanc et se souvint qu'il n'était pas à l'hôpital. Le protagoniste serra les dents et cria qu'il ne pouvait plus rien faire à Aira maintenant. L'elfe était allongé, les yeux fermés et la bouche ouverte. Yu-sung fronça ses sourcils blancs et cria que l'héritier ne pouvait pas mourir. Les yeux bleus du protagoniste s'écarquillèrent, ne comprenant pas quel était le problème puisqu'il n'y avait aucune blessure externe, pas d'empoisonnement mortel, et les organes vitaux de l'elfe fonctionnaient parfaitement normalement. L'elfe ouvrit la bouche entourée d'une brume violette. Yu-sung la regarda et dit qu'il devait y avoir un moyen de guérir Aira immédiatement. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il réalisait quelque chose. Le protagoniste a regardé sa main et a pensé à nous, qui utilisions la guérison. Yu-sung serra les dents, craignant qu'Aira ne soit pas capable de résister à son mana. Il transpirait et riait. Le protagoniste serra la mâchoire et pensa qu'il avait étudié si dur la médecine pour sauver les gens. Et maintenant, à ce moment critique, il ne pouvait penser à rien de mieux. Yu-sung serra le poing. Il ferma les yeux, créant une lumière vive, et arriva à la conclusion qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir. Le protagoniste leva la main. Un éclair de lumière aveuglant pouvait être vu depuis la cabane dans les arbres. Les elfes se retournèrent avec des visages effrayés, disant qu'il y avait encore mana. Aira était allongée sur son lit, entourée de brouillard. Hughes serra intensément les dents et cria à l'elfe de tenir le coup. Le protagoniste a tendu les mains vers l'avant et a utilisé le pouvoir de guérison. La main de l'elfe se leva. Aira s'est envolée. Un vortex de mana tourbillonnait autour de son corps. Les elfes coururent en avant, demandant ce qui se passe. Une lumière bleue brillante émanait de la maison au-dessus. Fia fronça les sourcils lorsqu'elle réalisa que c'était Yu-sung. La jeune fille se précipita vers l'arbre. Elle sursauta et pensa que le protagoniste avait abandonné l'idée de guérir Aira. Fia serra les dents et pensa que même Yu-san faisait de son mieux. Et ses camarades elfes ne l'aidèrent pas du tout. Les portes en bois s'ouvrirent. Le protagoniste leva les mains et Fia l'appela. Yu-sung serra les dents à cause de la tension. Son visage était couvert de sueur. Ses sourcils étaient froncés. Aira, flottant dans les airs, était entourée de mana. Le protagoniste baissa les mains et demanda s'il avait vraiment réussi. Teiya et Yu-san regardèrent Aira. Soudain, le mana s'évapora et l'elfe commença à tomber. Teiya recula d'un bond. Yu-san a courbé le dos et a crié de douleur. Il est tombé au sol. Le protagoniste fronça les sourcils et ouvrit les yeux. Aira s'effondra. Elle ouvrit les yeux. Yu-sung sourit joyeusement, les yeux fermés. Le protagoniste se tenait au milieu de l'obscurité. Avoir l'impression d'être dans l'eau. Il ferma les yeux et pensa qu'il voulait se reposer encore un peu. Aira regarda droit devant elle, disant que cette personne serait sous sa protection. En face d'elle, se tenait un aîné qui disait que Yu-sung avait tenté de faire quelque chose d'inacceptable au corps d'Aira. Le protagoniste fronça les sourcils, reconnaissant la voix de l'elfe. Il avait guéri. Aira serra les dents, disant que même si les autres elfes l'avaient abandonné pendant 20 ans, Yu-sung avait décidé de faire de son mieux. Elle leva la main et ajouta qu'en fin de compte, elle n'avait pas été sauvée par ceux qui l'idolâtraient littéralement, mais par une personne qui la plaignait sincèrement. Le protagoniste sourit légèrement au milieu de l'obscurité. Il pensait que la voix d'Aira était très belle. Yu-sung fronça les sourcils et appela bruyamment l'elfe. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il réalisa qu'il était assis sur le lit. Le protagoniste a regardé sa main et a conclu que c'était un rêve. Yu-sung se retourna quand Aira vint vers lui et lui demanda s'il l'appelait. L'elfe était assis à côté de lui, regardant le protagoniste. Elle a souri et a dit qu'elle était là. Yu-sung fronça les sourcils et sourit lorsqu'il vit Aira, les larmes coulant sur ses yeux. Les longs cheveux de la jeune fille lui couvrèrent les épaules. Aira serra le garçon dans ses bras, disant que l'image qu'il avait trouvée dans le livre était celle qu'elle avait dessinée par ennui. Pas étonnant que ce soit si drôle. Les yeux du protagoniste s'écarquillèrent, une rougeur apparaissant sur ses joues. Yu-sung se figea alors que la fille le serrait dans ses bras, fermant les yeux. Le gars a écarquillé les yeux, lui demandant si elle en avait entendu parler. Yura le regarda dans les yeux et sourit en disant qu'elle avait tout entendu. La jeune fille posa sa paume sur son visage. Le jeune homme ouvrit grand les yeux. Yara fronça les sourcils et sourit, lui demandant pourquoi il pleurait. Il y avait un ciel rose vif dès le coucher du soleil au-dessus de celui du héros.
L'elfe rapprocha sa main du gars, disant que lui seul se souciait d'elle, ce pourquoi elle le remercia. Après tout, sans lui, elle ne serait pas assise ici maintenant. La jeune fille baissa la tête et sourit en disant qu'elle ne connaissait toujours pas son nom. Le personnage principal haussa les sourcils et lui rendit son sourire en prononçant son nom. Heira se frotta pensivement le menton en prononçant son nom. Elle sourit et plissa les yeux, disant que c'était un beau prénom. La lumière du soleil pénétrait entre les feuilles et les branches des arbres, parmi lesquels se dressait un phare au toit sombre. Le jeune homme regarda pensivement par la fenêtre, renfrogné. Le garçon mit ses mains dans ses poches et détourna le regard, demandant à Heira si elle voulait aller se promener puisqu'elle était réveillée, puisque les elfes étaient très inquiets pour elle. L'elfe ferma les yeux et se gratta l'arrière de la tête, ses longues boucles tombant sur sa main. Elle a dit qu'au cours des 20 dernières années, ils lui ont rendu visite occasionnellement, mais personne ne se souciait vraiment d'elle. La jeune fille écarquilla les yeux et fronça les sourcils, lui demandant s'il pensait vraiment que sa colère pourrait s'apaiser en un jour. Les sourcils de Yusing se froncèrent maladroitement en la regardant. Il haussa les sourcils et posa sa main sur la fenêtre, lui demandant quand elle avait repris conscience. Éoru haussa les sourcils et pencha la tête, demandant ce qu'il voulait dire. Le garçon la regarda et ouvrit la bouche en disant qu'il se demandait combien de temps il lui fallait pour reprendre conscience. L'elfe fronça les sourcils et le regarda sérieusement, disant qu'elle ne l'avait jamais perdu. Elle était restée consciente tout le temps. Buzan haussa les sourcils de surprise. Le garçon écarquilla les yeux et serra les dents, lui demandant si elle voulait vraiment dire qu'elle était consciente depuis le moment où elle avait été frappée par la maladie. Elle était donc allongée là, sans pouvoir bouger, ne serait-ce qu'un doigt. J'attends juste. Le héros imaginait Heira allongée sur des chaînes de fer. Le garçon ouvrit la bouche en disant qu'elle était très intelligente pour faire face à cela. Yusung fronça les sourcils et baissa les yeux, lui prenant les mains. Heira fronça les sourcils et ouvrit grand les yeux. En regardant cela, elle plissa les yeux. Des larmes lui montèrent aux yeux. Heira a déclaré qu'elle méprisait les gens d'aussi loin qu'elle se souvienne. Tous les problèmes qu'ils l'ont rencontrés étaient causés par des gens qui n'éprouvaient aucun regret. La jeune fille a imaginé son image translucide, sur fond de ciel sombre avec des étoiles. L'elfe ferma les yeux et fronça les sourcils. Elle lui tenait la main, disant qu'elle les détestait avant. Une lumière vive apparut entre leurs paumes. Le type dont le visage était caché par l'ombre, il a dit que son corps allait bien. En plus, elle n'était pas si vieille. Le héros ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé. Cet homme a dit qu'il la guérirait et il l'a aussi touchée de manière si perfide. Elle était donc simplement furieuse. Mais le jeune homme était différent. La main du gars est apparue près de son image dans une robe blanche. Le protagoniste ne voulait rien en retour. Il lui a donné tout son amour et a déployé tant d'efforts. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. La jeune fille fronça les sourcils et ferma les yeux. Le jeune homme sourit. Son visage était caché par l'ombre. Il a dit qu'il avait bu du thé avec Fia aujourd'hui. Le héros lui demanda si elle pensait que le thé elfique était insipide. Heira était allongée, les yeux fermés, pensant que le thé elfique était absolument insipide. Yusung haussa les sourcils et sourit. Il tenait un livre dans ses mains, disant que ce livre avait été écrit sur une fleur appelée Diur. Le héros a demandé si ce sont les fleurs qui poussent près de l'entrée. L'elfe sourit. Ses yeux étaient fermés. Elle pensait que si vous y réfléchissez, elles ressemblent beaucoup à ces fleurs, car la signification de ces fleurs est le sacrifice et le sourire. Le personnage principal était assis le dos, penchant la tête vers le bas et disant que si elle avait vraiment dessiné cela, cela ressemblerait davantage à des gribouillages ordinaires. Heira haussa les sourcils et sourit, pensant qu'elle savait qu'elle était une mauvaise artiste, mais du fait que quelqu'un l'avait dit. C'est une sensation si étrange. Yusung ouvrit de grands yeux et tourna la tête en arrière. Le personnage principal sourit largement et ferma les yeux. La jeune fille aurait voulu lui répondre au moins une fois. Elle n'osait pas souhaiter davantage. Des gouttes de larmes tombèrent. Heira fronça les sourcils et baissa la tête, des larmes coulant de ses yeux écarquillés. Elle a remercié Yosun de ne pas avoir abandonné. Le garçon sourit en regardant l'elfe, couvrant ses yeux tachés de larmes avec ses mains. Elle se jeta dans ses bras.
Le protagoniste sourit joyeusement en la serrant dans ses bras.